de vous convier à une soirée pleine de surprises dont vous ne sortirez pas indemne. Mettez bien votre casque sur les oreilles et prenez place avec nous au coin du feu. C'est parti pour l'Horror Show de 2021. Bonjour, bonsoir. Je suis Davin, il est Wivo, et c'est l'heure, c'est le soir. C'est l'Horror Show de 2021, les amis, putain. ça y est. On y est. On y est enfin. Ça y est, encore une année qui passe, et encore un nouvel Horror Show. C'est fou, ça passe vite, hein, par contre. J'avais pas l'impression, là, je l'ai pas vu l'année passée, en fait, c'est dingue. Ouais, moi non plus. Alors, est-ce que tu vas bien ? Bah franchement, oui, dès que c'est... En fait, tout le reste de l'année, ça, te j'avoue, forces. ça me fait un peu... Ça me fait chier de faire des émissions qui sont pas l'horror show. Mais là, je suis bien. Là, c'est notre élément, là, je pense. Ça va être Voilà, c'est de l'horror show, c'est inédit, c'est des creepypasta inédites, faut le préciser quand même, c'est important. Non, n'en dis pas trop pour le moment. On reviendra sur le contexte de chaque histoire qui va vous être contée ce soir, petit à petit. C'est beau. Mais on vous a réservé un sacré programme. On va commencer par 2 anecdotes personnelles, donc des événements qui me sont arrivés, que je ne vous ai pas encore parlé. On a déjà fait ça dans les précédents Horror Show, et je me suis rappelé de 2 anecdotes que je ne vous avais pas racontées. Donc ça va être l'occasion ce soir. On va continuer ensuite par les traditionnelles toutes petites histoires où on essaye de vous faire peur en 2-3 phrases. C'est toujours un exercice très plaisant. Et puis ensuite, on aura des histoires un peu plus longues, des moyennes et des un peu plus longues encore sur la fin, avec le montage audio comme on aime le faire habituellement. Donc voilà, c'est un beau programme. Et puis moi, je peux t'annoncer, parce que donc tu n'es pas au courant des histoires que je vais raconter, et je ne suis pas au courant des tiennes, bien entendu. Tout à fait. Et je comme peux d'habitude. t'annoncer que j'ai pas mal travaillé, encore une fois, cette année, et que je suis plutôt content des histoires que j'ai trouvées. Ok. moi, c'est à son pas super, mais Le mec, ils vont pas du le tout. mec ultra vendeur, hein, oui, c'est une dinguerie. Non, au contraire, ça va être super intéressant. Moi, j'ai trouvé des trucs qui jouent sur du réel, sur de l'histoire vraie. Et vu que je crois qu'on en avait déjà discuté dans les précédents horror shows, nous on aime bien ce qui se rapproche du réel, ça nous fait plus peur. Et là, j'ai des trucs qui sont plutôt intéressants selon moi. Bon, on verra. Ok. Et ben moi, tu découvriras tout au long de l'émission mes histoires, et si elles sont inspirées ou pas de faits réels. Mais tu me connais, et bon. Oui. Généralement, j'aime bien ça quand même. Bref. Et ben commençons sans plus tarder, et je vais vous raconter 2 anecdotes personnelles. Donc si tu te souviens bien, dans les précédents Horror Shows, je t'avais raconté des petits faits qui m'avaient semblé paranormaux, mais qui pouvaient trouver une explication assez rationnelle, mais qui sur le coup m'avaient surpris. Je vous laisserai aller écouter, mais j'avais parlé d'objets qui étaient tombés tout seuls, ou alors de ma sœur que j'avais entendue dans une pièce alors qu'elle n'était pas là. Bref. Et très récemment, en fait, je me disais, il s'est rien passé depuis 1 an comme nouvelle histoire mince, quoi. Alors, j'ai pas envie de raconter de mensonges ou quoi, donc j'ai pas envie d'inventer des faits qui me sont arrivés. C'est totalement dingue. Non. Il m'est rien arrivé, mais je me suis rappelé de 2 choses. Donc, ce ne sont pas des événements paranormaux, mais c'est 2 moments de peur très intenses. Il y en a une, c'est une anecdote qui concerne ma mère. C'est une anecdote qui est arrivée à ma mère, qu'elle nous a racontée. Et l'autre anecdote m'est arrivée à moi-même. Voilà, donc je crois que toi, je t'en ai déjà parlé, mais tu vas me dire, parce que j'en suis pas sûr. Donc tu vas me dire. Ok. Donc la toute première anecdote remonte à il y a plus de 20 ans, il y a même peut-être plus de
5 ans, je dirais. J'étais assez jeune, j'étais enfant. Hein. Ouais. Et mon père, en fait, à cette époque-là, travaillait de nuit. Donc il embauchait en fait vers 21h et il revenait à la maison qu'aux alentours de 4h30, 5h. Et ma mère vivait assez mal cette période parce que elle est un peu froussarde, tu vois. Et du coup, elle se retrouvait toute seule à la maison tous les soirs de la semaine. Et voilà, elle était pas trop rassurée, tu vois. Après, ça peut se comprendre. En plus, il y avait ma sœur et moi qui dormions. On était jeunes, donc on allait se coucher assez tôt, tu vois. Et un soir, elle était tranquillement installée sur le canapé quand elle s'est mise à entendre des coups contre la paroi du mur de la maison. Elle entendait à l'extérieur comme si quelqu'un en fait frappait avec un marteau, mais contre les murs de la maison. Ok. Donc elle avait bien sûr tous les volets fermés. Donc imagine l'angoisse, t'as tous les volets fermés, mais t'entends qu'il y a quelque chose dehors en train de taper contre les murs. Donc au début, elle essayait un peu de se raisonner. Elle se disait non mais je suis folle, tu vois, c'est rien, c'est moi qui me fais des films. Ouais. Puis, mais le bruit continuait de manière assez régulière, ça ça tapait, donc elle a commencé à vraiment flipper. Elle n'a pas osé venir nous réveiller bien sûr, mais elle pensait appeler la police et tout. Mais comme il y avait une partie dans sa tête qui disait mais non, c'est moi qui me fais des films, elle a préféré appeler mon père au boulot directement. Donc je sais plus quelle heure il était environ, mais on va dire genre 22h, tu vois. Elle a appelé mon père. Mon père, il a débauché en urgence parce qu'il pensait vraiment qu'il y avait une merde, quoi, tu vois. Et il a pris la bagnole. Heureusement, il habite très très près de son boulot, donc il est arrivé très très rapidement à la maison, mais un peu en panique, tu vois. Il arrive. Ma mère, du coup, lui ouvre la porte, sort. Et là, tous les deux, ils constatent quelque chose. C'est qu'il y a bien des bruits. Il y a bien ces pas. Ok. Mais en fait, ils ne sont absolument pas... ce n'est absolument pas un mec qui est en train de taper au marteau contre la maison. C'est que mes parents, en fait, habitent toujours à côté d'un champ. Et à certaines périodes de l'année, en fait, les agriculteurs... alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est pas des pétards ou je ne sais quoi. Mais en gros, il y a des sortes de bruits de coups de fusil la nuit pour faire fuir les volatiles. D'accord. Et c'était l'explication toute bête et toute... Donc, ma mère s'est bien fait des films, mais elle a eu vraiment cette sensation. Elle n'était pas habituée parce on avait déménagé quelques mois avant, et avant on n'habitait pas à côté d'un champ. Et du coup c'était la première année un peu qu'elle a découvert ça. Et voilà. Donc ça fait une anecdote. On s'est un peu moqué d'elle toute notre enfance sur ce sujet. Mais voilà, je trouvais qu'en la racontant un peu, en faisant vivre ce que ma mère a vécu, ça te plonge un peu dans une ambiance chelou. Ah ouais, c'est pas mal, ouais, parce que tu peux vraiment flipper, quoi. Hein, des fois, il y a des bruits, c'est pas du tout, en fait, ce qui est forcément, réel. au début, tu t'essayes de rationaliser, Bah ouais. très vite, mais quand t'es toute seule, en plus avec tes gamins, donc tu crains peut-être un peu pour tes gamins. Oui, en plus, ouais. Et tu commences à te faire des films, et puis elle avait vraiment la sensation que ça tapait. En fait, c'est que ça résonnait, les bruits, les coups résonnaient, et il devait y avoir une sorte de vibration, je sais pas quoi. Elle avait vraiment l'impression qu'on tapait contre les murs, quoi. Donc voilà, c'était la première petite anecdote. Je vais vous raconter de suite la deuxième. Donc là, ça m'est arrivé à moi, j'étais un peu plus vieux, j'avais aux alentours de 15-16 ans. Voilà. Okay. Je ne sais absolument plus pourquoi, donc je vivais chez mes parents à l'époque, mais je ne sais absolument plus pourquoi, mais mes parents n'étaient pas chez nous. Et moi, du coup, je faisais une soirée avec des amis dans la maison de chez mes parents, parce que une autre maison, parce que je vivais encore là-bas. Ouais. Et c'était le soir du 12 ou 13 juillet. Et en fait, j'habitais dans une petite ville, et à côté, il y avait une grosse ville. Et donc, tu sais, la grosse ville faisait le feu artifice du 14 juillet. Et notre petite ville à nous, pour pas être en concurrence directe avec la grosse ville, elle faisait toujours le 12 ou le 13 juillet, quelques jours avant. Donc, nous, on prenait l'apéro, peut-être pas l'apéro, on avait 15-16 ans, je sais plus ce qu'on buvait, mais on avait fait notre petite soirée. Je crois que c'était plus une soirée PES, tu vois, c'était un délire comme ça avec un peu de coca. Okay. Mais on s'était dit, quand il y a le feu artifice, par contre, on bouge et on y va, quoi.
Et on était jeunes, on avait la maison pour nous, donc ça nous faisait marrer. Sauf qu'au moment du feu d'artifice, on a eu la brillante idée de sortir en laissant toutes les baies vitrées ouvertes à l'arrière de la maison, donc dans le jardin. Ok. Donc devant, on avait fermé la porte à clé, mais à l'arrière, tout était resté ouvert. Donc il y avait ma chienne qui était dans le jardin. Donc on s'était dit, bon, voilà, c'est pas grave, il n'y aura pas de voleur ou je sais pas quoi. Mais quand même, une fois qu'on en parlait, tu vois, sur le chemin, en disant, on n'a pas tout fermé et tout, puis on se dit, oh, mais il va pas y avoir que... Bref. On regarde le feu d'artifice, tout se passe bien et tout. Et puis sur le chemin du retour, on commence à se dire, ouais, mais imagine, justement, ça se peut qu'il y ait des gars qui profitent des feux d'artifice et que les gens sortent de chez eux pour justement aller cambrioler les baraques, tout ça. Donc, on commence à se dire, mince, oui, c'est peut-être vrai, je sais pas. Donc, on commence un peu à accélérer le pas et on arrive devant ma porte d'entrée et j'ai l'impression de voir une ombre bouger à l'intérieur. Donc là, je t'annonce directement que j'étais avec mes potes, mais tu sais, on faisait genre... attendez les mecs, je crois que j'ai vraiment vu un truc. Puis ils pensaient que je rigolais, tu vois. Je fais, non, vraiment, je déconne pas. Donc je sais pas si tu vois la peur de baie vitrée de chez mes parents, tu sais, il y a 4 carreaux sur le côté, c'est juste, il y a 4 carreaux. Donc c'est un peu flou en plus. Ouais, voilà, c'est voilà. ça. Donc j'avais vu juste un mouvement en fait à travers ce carreau. Et mes parents, enfin, ne dormaient pas là, ils étaient pas là de la soirée et tout. Ma soeur, je sais pas où elle était, mais elle était pas là. Bref, j'ai un frisson. Et donc, bon, bah là, on faisait un peu moins nos fierros, hein. Sauf que bon, bah, il y avait quand même ce truc, comme on est entre potes, vas-y, on fait les bonhommes, on y va, quoi. Et j'ouvre la porte, on écoute, on commence à rentrer, et là, on entend que ça bouge. Sur la gauche, il y a un couloir, en fait, avec les chambres, les salles de bain et tout, et on entend que ça bouge là-bas. Donc là, on a un pas de recul. Puis là, moi, je commence à gueuler. Je fais on est 3, on est prêt à se battre ou je sais plus quoi. Tu sais, je sors des conneries comme ça. Je fais, on a des barres de fer dégagées ou je sais pas quoi. Enfin, on flippe, quoi. Mais on avance, petit à petit dans le couloir. On ouvre les portes petit à petit de chaque chambre. Et d'un coup, ma chienne sort de la salle de bain. Et en fait, voilà, ma chienne, quand il y avait des feux d'artifice, bah, elle avait très peur. Et du coup, elle cherchait le coin le plus, je pense, insonorisé de la maison, alors qu'elle n'avait pas le droit, tu vois, d'accéder dans le couloir où il y a toutes les chambres et la salle de bain. Mais elle l'a fait plusieurs fois. Bah, elle l'a fait plusieurs fois après derrière. En fait, elle allait se cacher dans la douche. Donc ça devait être, je sais pas, le truc un peu plus insonorisé de la maison. Et donc voilà l'explication toute toute rationnelle mais un moment. C'était vraiment un moment effrayant où j'ai vraiment flippé. Ça fait vraiment peur. Quand t'as l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi, ça fait vraiment flipper. Ouais, surtout à cet âge-là en plus. Hein. C'était l'époque... C'est pas l'époque The Ring en plus à cette époque-là. Ah ouais, on n'était pas loin en plus. Hein. Ouais, c'est 15-16 ans, toi, c'est la période où j'ai découvert les films d'horreur et tout. Donc voilà, mes deux petites anecdotes, c'est pour commencer. Donc c'est des trucs très soft pour commencer, histoire de se mettre en appétit, quoi. Ah, c'est pas mal. Et du coup, ça m'a fait penser à une anecdote, en fait, quand tu m'as... vas-y, profite. Ouais. Et l'anecdote avec ta mère m'a fait penser à une anecdote que ma mère m'a racontée. Et je crois pas que j'en avais parlé en Horror Show. Je ne pense pas du tout, non. Ça me dit rien. Elle avait fait une séance de spiritisme. Mais ça date d'il y a très longtemps. Et donc ils avaient carrément fait appel, je crois, à un médium. Ils étaient dans une grande baraque sur plusieurs étages. Et donc ils avaient fait appel à un médium qui était venu dans cette maison. Et le but, je crois que c'était de parler à une vieille tante ou je ne sais quoi, quelqu'un qui était décédé assez récemment. Et apparemment, ça s'est très mal passé. Le verre, selon eux, moi j'ai du mal à y croire, moi, de toute façon au spiritisme. Mais là, c'est toujours bizarre quand c'est un proche qui t'en parle. Ouais, en plus, sa mère. Et c'est ça, ouais, voilà. Donc, du coup, quand on m'a expliqué, je l'ai écouté attentivement, sachant qu'elle était donc avec mes grands-parents, donc avec ses parents. Donc, ils m'ont parlé tous les trois. Et même mon grand-père, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus cartésien, peut-être un peu plus rationnel, même lui, il ne sait pas trop expliquer, parce que pour lui,
le verre aussi a bougé. Et donc pour ma grand-mère et ma mère, clairement, le verre a bougé de droite à gauche, ça a été ultra violent. C'était genre le verre, il bougeait, mais apparemment c'était des coups violents, quoi. Ça partait de droite à gauche. Et, Mais il y ils avait ont été que eux choqués. qui tenaient le verre ou il y avait le médium aussi? Non, il y avait le médium qui tenait C'est le toujours, verre. c'est Donc, toujours le facteur. c'est ça. Potentiellement, je sais pas, peut-être qu'il a pu truquer le truc, je ne sais pas. Parce que c'est un médium Et, qu'il connaissait, il connaissait d'où ce médium? Je sais pas ça. Ça, je sais pas s'il le connaissait. Il me semble, je crois que ma mère, non. Mais c'était ma grand-mère qui connaissait ce médium. Donc après, ils ont eu. Après, Moi, je peux le dire, moi j'ai essayé des séances de spiritisme, Bah mais oui. c'est jamais rien passé. c'est Et après, pareil, je suis j'ai vraiment déjà essayé. dans. Je suis pas dans une optique d'être sincère à vouloir communiquer. Je suis dans une optique de. Allez, prouvez-moi qu'il y a un truc chelou. Hmm. Donc voilà, tu peux toujours dire que voilà, en gros, j'ai l'esprit fermé et du coup, c'est pour ça qu'il se passe rien. Mais j'aimerais, Oui, en oui, fait, c'est ça. j'aimerais vraiment. Mais moi aussi, hein. J'aimerais vraiment. Et je leur ai demandé, bah du coup, on peut pas faire une séance. Ah, ils m'ont fait, non, on fera Ah, plus non, jamais on ça. fait plus. Nous. Ah ouais. On le fait plus. Ah ouais, plus jamais. Plus jamais, en fait, ça leur a fait. Ils ont flippé. Moi, au contraire. Enfin, je sais pas. Ça se Ah, trouve, mais moi, si un jour il m'arrive Je un sais truc, peut-être que je serais effrayé pareil, mais au contraire, si je vois qu'il y a vraiment un truc qui se passe, j'aurais envie de le reproduire pour essayer de déterminer quelque chose. Enfin, au contraire, je crois que ça attiserait ma curiosité. Bon, à part s'il y a vraiment un truc glauque qui se passe. Genre toi, je sais que si par exemple je fais une séance de spiritisme avec toi, toi t'es peut-être la personne que je sais que tu ne me ferais pas un mytho ou je sais pas quoi. Après, tu pourrais me faire un prank sur le moment, mais si genre au bout de 2 mois, tu me dis toujours non, je te jure, ça s'est vraiment passé, je saurais que vraiment il s'est passé un truc. Oui, voilà. Je sais pas, j'imagine, d'un coup, t'as les yeux blancs, tu te mets à parler en latin. Et là, si... Ah ouais, non, si ça t'arrive, alors là, mais je pète un câble. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être témoin d'un événement vraiment paranormal. C'est ça. Et là, quand il me le raconte. Enfin, pas trop glauque, hein, parce que par exemple, si un jour je me réveille et puis que je vois une petite fille avec les cheveux devant la tête dans ma chambre, oui, je crois que je serais pas trop curieux. Mais qui va à l'asile direct. Ouais, j'aimerais pas. J'aimerais pas ce genre d'événement. Mais là, du coup, ils étaient. Même quand ils en parlent, tu sens que ça leur. Ouais, ça ils les ont a eu marqués. Ah ouais, mais clairement. Mais il y a toujours ce facteur du médium qui est là. Qui a peut-être triché, qui a peut-être. Ouais. C'est ça. Parce qu'apparemment, c'était. Ils sont ultra sincères dans leurs témoignages. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'ils se sont pas fait manipuler ou quoi? Il y a toujours cette interrogation. C'est ce que je pense. Parce que je pense pas que là, c'était ce qu'on dit parfois, c'est des. C'est un nom. Quand involontairement, en fait, tu fais bouger tes bras, tu sais, tes muscles. Ouais, ou t'as des muscles qui se contractent un peu et tout. Non, mais ouais, exactement. Ça, c'est si le verre il bouge un tout petit peu sur le côté. Mais s'il y a vraiment des mouvements violents, là, c'est pas tes muscles qui se contractent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, c'est soit une supercherie, soit il se passe vraiment un délire, quoi. Mais il y a eu plusieurs en plus trucs parce que là, du coup, il y a eu cet événement du verre qui bougeait de tous les côtés et qui a en gros apparemment signifié que ma mère allait être malade. C'était ça l'histoire. Qu'elle allait avoir en fait une maladie qui était liée à la maladie de cette vieille tante, en gros. Et du coup, ils ont eu peur, ils ont arrêté. Et je crois que ma mère, quand elle allait se coucher à l'étage, ça a été une des pires peurs de sa vie. Elle a transpiré en montant à l'étage, enfin, elle n'en pouvait plus, quoi. Oui, parce que tu dors en fait à l'endroit où potentiellement il s'est passé quelque chose, ça doit être bizarre, quoi. Et du coup, ta mère, elle a eu une maladie? Et du coup, oui, elle a eu une maladie à l'œil. Alors, c'est un nom particulier aussi, où en fait, tu as une tache noire au milieu de l'œil. Qui des fois, c'est pas la démélena ou je sais pas quoi, non, y a pas un truc ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, mais pareil, je pense qu'ils ont fait ce rapport, ils ont fait ce lien a posteriori, mais c'est un peu comme un biais de confirmation. Pareil, oui. Tu dis, tu vas avoir une maladie, bon, le moindre truc. N'importe quoi. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc c'est perturbant, mais je pense que tu expliques ça de façon rationnellement. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir du coup le témoignage de quelqu'un qui l'a vécu et que tu connais, qui a peur, quoi, et que quelqu'un que tu connais, que tu as confiance. Donc pour le coup, toi, tu as vraiment une foi inconditionnelle dans leur témoignage. Il y a juste ce doute avec le médium à côté qu'on connaît pas trop. Moi, c'est ce que je pense clairement, qui a essayé de. Mais bon, selon eux, non. Ouais, bien sûr.
Bon, bah c'est intéressant Et en du tout coup, cas voilà. cette petite anecdote surprise que tu nous partages. Ouais, mais Parce ça que me toi, fait je me clairement rappelle penser à que tu m'en avais parlé il y a pas mal de temps, je me rappelle de cette histoire. ça. Mhm. Mais tu n'en avais pas parlé en hors show, et c'est vrai que c'est une Non, histoire, je pense, bah non. qui a sa place à fond, quoi. Au contraire, nous qui racontons pas trop de trucs liés avec les fantômes Ouais, et aux tout, là, au fantômes et moins, tout. ça, voilà. Bah, Voilà, parfait. Ouais, je pense qu'on commence bien là. Là, c'est bien. J'aime bien ça. Moi, je suis déjà dans l'ambiance, là, ça y est. Là, je suis à fond. Ah, ça, c'est Donc, un on va, Halloween. on va Ouais. commencer par... Enfin, commençons, on va continuer avec nos petites histoires. Est-ce Bah que ouais. tu as envie de commencer, du coup? Allez, alors c'est des histoires du coup très très courtes. Ouais, bah C'est vas-y. vraiment, Commence voilà, avec ta c'est l'amuse-bouche. première. Vas-y. Allez, je vais commencer par la plus courte. C'est parti. Vous entendez votre mère vous appeler dans la cuisine. Comme vous descendez les escaliers, vous entendez quelqu'un dans le placard chuchoter « N'y va pas, chérie, je l'ai entendu aussi. » J'aime bien. Allez, je l'ai trouvé C'est, sympathique. Ah bah oui, mais j'aime bien moi ces petites histoires, c'est vrai que c'est... Du coup j'ai eu peur parce qu'il y en a une qui ressemble et tu verras, mais c'est Ah bon c'est pas la même, tu verras. Ok. Bon, à moi. Ma femme m'a dit bonne nuit mon amour en se glissant dans notre lit. Elle avait la robe du jour de son enterrement. Horrible. Ça, j'adore ces histoires, tu sais, qui ont un petit effet qui se coule. C'est l'effet C'est trop où ça, tu, c'est trop ça. tu dis le truc et t'as un petit temps où tu dois réfléchir. Ah oui, c'est flippant. Donc voilà. À toi pour Ok, ta deuxième. c'est parti. Alors, après avoir tenté désespérément de déplacer un membre de son corps, paralysé pour avertir les docteurs qu'il était conscient avant qu'il fasse la première incision, il était soulagé de voir qu'une infirmière avait remarqué ses pupilles dilatées par la forte lumière. Elle s'est approchée et lui a chuchoté « Crois-tu que nous ne savons pas que tu es réveillé ?» Voilà, c'est un peu des docteurs sadiques. Hein. C'est un peu... Ah mais arrête ça me fait penser à une de mes pires phobies. Ouais. J'ai failli, en fait j'ai voulu écrire une histoire sur ce sujet, mais j'ai pas réussi à savoir comment Ok. la tourner exactement. Mais une de mes plus grosses phobies, ça remonte à un épisode, je crois, de Esprit criminel que j'avais vu quand j'étais plus jeune, où en fait il y a un des gars de l'équipe d'Esprit criminel qui se fait kidnapper par, je crois, un tueur en série ou un mec chelou, quoi, et il se fait enterrer vivant. Et je crois Ah que ouais. c'est la pire mort. Parce qu'en plus, bon, le mec est complètement psychopathe, parce qu'il a installé un système de ventilation dans le cercueil. Oui, oui, je me rappelle de cet Et épisode. du coup, je bah, crois que c'était en gros, deux parties en plus. oui, c'est ça, exactement, ouais. Et du coup, parce que se faire enterrer vivant, finalement, tu meurs très rapidement parce que tu manques d'oxygène, tu t'évanouis et tu ne te vois pas mourir au final. C'est très court, on va dire, tu dois flipper comme un dingue au début. Mais là, j'imaginais enfermé vivant dans un truc avec de l'oxygène. C'est-à-dire que tu vas mourir en fait de soif, Ah oui, c'est ça. mais dans 3-4 jours. Et en attendant, tu vas être enfermé, allongé. Ah ça je te jure, être enfermé dans un... Ah ça me... Tu sais, ça me donne envie de tendre mes... J'ai envie de taper. Enfin, tu sais, c'est vraiment une phobie, ça, pour le coup. Donc ton histoire m'a rappelé un peu cette... le fait de, ouais, ou d'être paralysé et puis des gens c'est fassent un horrible, truc ça. alors que toi, t'es conscient totalement de ce qui se passe. Terrifiant. Aïe, aïe, aïe. Bon allez, à moi pour la suivante. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de monstre dans son placard. Je l'ai alors prise dans mes bras en lui disant qu'elle pouvait dormir avec nous ce soir. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour la faire sortir de la maison sans que l'homme derrière le rideau ne se rende compte que je l'avais vue. Ah. Ça me fait frissonner. Donc ça, c'est en accord. Donc c'est une petite histoire que j'avais vue écrite différemment en fait sur un site. D'accord. Et en fait, parce que ça parlait vraiment d'un monstre en fait. C'était faut que je la fasse sortir de la chambre parce qu'il y a vraiment un monstre ou je sais pas quoi, tu vois. Bref. Mais du coup, j'ai pensé à l'homme derrière le rideau parce que tu sais, je t'en avais parlé quand j'avais regardé le documentaire sur Luca Magnotta là, Oui. et que j'avais la sensation qu'il était caché derrière mon rideau dans ma chambre. Bah oui, mais ça marche beaucoup mieux en plus du coup. Tu vois, c'est ce qu'on Bah, disait au début. oui, C'est... oui. Moi, ça me fait beaucoup plus flipper.
Ça dépend des gens, ça dépend des gens. Il y en a qui Après, ça sont, dépend qui des sont gens. beaucoup plus apeurés par le paranormal que par des faits divers. Mais du coup, moi, voilà, Ah ouais, l'idée de l'homme. Mais ça, t'imagines. Oh putain, la Ça marche, frayeur ça de marche. fou. Et puis t'imagines le sang-froid qu'il faut avoir. Oh ouais, là pour faire genre de rien. là, ça va. carrément. Ah, vas-y, je frissonne, Ok. je frissonne. Vas-y. Allez, c'est parti. Le 3e amuse-bouche. La dernière chose que j'ai vue était mon réveil matin affichant minuit 7. Avant qu'elle pénètre ses longs ongles pourris dans ma poitrine. Son autre main étouffant mes cris. Je me suis assis, soulagé de me réveiller d'un rêve. Mais lorsque j'ai vu mon réveil matin affichant minuit 6, j'ai entendu la porte de ma garde-robe s'ouvrir. Je l'ai trouvé pas mal, celle-là, ouais. Ah, c'est clair. Quand tu te Genre- réveilles d'un cauchemar et que tu te dis, c'est bon, c'était qu'un cauchemar. Tu regardes le Et en réveil. Oh. Je suis en train Ouais. de revivre la scène, t'es. C'est horrible. Puis ça, l'horreur de. Ils sont dans la chambre et tu vois un meuble qui s'ouvre. Ce sont tous les films d'horreur Mais utilisés. oui, ce oui, truc, oui. Je pense que c'est le c'est gros atroce. cauchemar d'enfance, en fait. Ça Tout se va. perd d'une petite porte du placard qui est à moitié ouvert. Il y a forcément un monstre dedans. Bah, d'ailleurs, hier, je peaufinais mes histoires pour ce Horror Show. Et donc, je m'étais mis un peu dans une ambiance, tu vois, pour faire des bons trucs. Et en fait, l'après-midi, j'avais mis à laver ma couette. Et donc, le dessus de couette. Et comme il fait froid dehors, je me dis, je vais tout étendre chez moi. Et du coup, j'ai étendu sur des portes. Et sauf que, en fait, il se trouve que mes WC sont dans un recoin de mon appartement, un peu dans la pénombre. Et il y avait du coup ce dessus de couette qui était accroché sur la porte. Et je te jure qu'il y a plein de moments, je m'en rappelais plus. Et je tournais la tête et tu sais, je voyais une forme verticale dans la pénombre. J'ai fait des bonds tout seul. Et ça, des fois, quand tu te mets dans un état de Mais peur, oui, mais en ça fait, marche trop. t'es ultra sensible, tu sais, après, tu surveilles le moindre détail et tout. Quoi. Bref, cessons les rigolades. Passons à ma 3e petite histoire. Donc celle-là, je pense, peut te parler. Ok. Tu vas voir. Je roulais tranquillement en voiture pour aller chercher mon fils à l'école. Arrêté à un feu rouge, j'aperçois une femme et un enfant sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Tous deux ont le visage recouvert par un masque terrifiant représentant un cochon sanguinolent. Sans doute des préparatifs pour Halloween. Elle semble me faire un signe de la main droite. Sa main gauche, elle, repose sur l'épaule de l'enfant, qui lui aussi me fait un signe de la main. Amusé par leur déguisement, je leur fais signe moi aussi. J'arrive quelques minutes plus tard à l'école. Les policiers sont partout. La maîtresse de mon fils s'avance vers moi en pleurs et m'annonce qu'une femme s'est introduite dans l'école et qu'elle a kidnappé mon fils. Elle a simplement laissé une lettre où l'on peut lire « Tu ne pourras pas dire que tu ne lui as pas dit au revoir ». Oh là là. Quelle horreur, quoi. Je trouve cette histoire tellement glauque. Alors, il y a le détail du fait qu'ils ont un masque de cochon qui me terrifiait juste, en fait, qui n'a rien à voir. Hein. Enfin, si, parce que ça camoufle le visage de son enfant. Oui, voilà. Fallait un masque, voilà, un cochon sans déguisement. Je trouve cette histoire... quel- et puis, ça n'a aucun sens, parce que la meuf a laissé une lettre et tout. Enfin, mais je trouve juste l'histoire, justement, à raconter, je trouve elle a son petit effet, quoi. Ah oui, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ok. Bah, j'en ai une dernière Vas-y. amuse-bouche. Allez. Vas-y. C'est vraiment, j'espère que là vous êtes bien. Voilà, on vous met dans l'ambiance en fait. Comme ça, vous allez avoir peur du moindre bruit qui va se passer. C'est ça. Pour les suivantes qui, elles, seront carrément montées avec des bons bruitages et tout. Vous êtes pas Exactement. prêts. Alors, le nom, c'est le puzzle de cette mini-histoire. Et il y a un petit titre, Oh là là. Une femme âgée, vivant seule, décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Parce que dehors, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon.
puis sa télévision, puis elle-même, vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Celle-là me dit quelque chose, celle-là elle est excellente, celle-là. Ah, j'adore. Alors version Ça fait monter puzzle, en je crois pression. pas, mais ça me rappelle une histoire que j'avais déjà entendue. Alors je sais pas si c'était un puzzle, mais un délire comme ça, où la personne se voit, je crois que c'est la télé. La personne se voit à la télé ou je sais pas quoi, Ok. genre il reconnaît sa rue, et puis d'un coup il reconnaît sa maison, et puis il reconnaît sa fenêtre, et il se rend compte que c'est en direct, ou je sais pas quoi, il y avait un délire. Bah ça a toujours son petit effet, ce genre d'histoire. Ça marche, ça marche. Bon allez, Bon, on est parti. On est parti Je pour le crois. sérieux maintenant. je On crois que là, démarre commence vraiment cet le horror hors show ou quoi? Ouais. Hein? Ouais, on est parti. J'attends ça impatiemment depuis un an. Mais carrément, carrément. Et donc c'est moi qui vais étreiner cet horror show avec ma première histoire. Allez. Donc c'est une histoire moyenne en termes de longueur, mais Ok. que j'ai trouvée très terrifiante. Ok. Je démarre sans plus d'informations. C'est beau. C'est l'histoire de Marie, une jeune étudiante de 17 ans qui travaille en tant que babysitter le week-end pour payer son logement étudiant. Un samedi soir comme un autre, elle a rendez-vous chez un jeune couple d'une trentaine d'années pour s'occuper de leurs 2 enfants en bas âge. Bonne surprise en arrivant, les parents sont charmants et les 2 enfants sont déjà endormis. La soirée s'annonce tranquille, Marie va pouvoir réviser ses cours. Voilà une bonne heure qu'elle est seule. Les enfants dorment à point fermé, à l'étage, quand soudain son téléphone se met à sonner. Un numéro inconnu. Elle préfère alors ne pas répondre. Mais quelques instants plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Toujours le même numéro. Pensant au fait que ce sont peut-être les parents qui cherchent à la joindre, elle décroche. Mais à sa grande surprise, après 2-3 allô de sa part, personne ne parle à l'autre bout du fil. Elle se met cependant à entendre une respiration profonde qui petit à petit s'accélère. Effrayée, Marie raccroche aussitôt. Elle pense alors à une mauvaise blague. Le calme revient dans la maison. Elle reprend ses esprits et se replonge dans ses bouquins. Quelques minutes passent et le téléphone sonne à nouveau. Elle décroche. Toujours cette respiration, accompagnée maintenant de râles terrifiants. Marie, paniquée, raccroche à nouveau et décide directement d'appeler la police. Ceux-ci prennent l'appel très au sérieux et une patrouille est alors immédiatement envoyée à l'adresse de la maison. Les policiers arrivent une quinzaine de minutes après et frappent à la porte d'entrée. Pas de réponse. Ils ne constatent aucun mouvement ou bruit suspect à l'intérieur. Ils essayent alors d'appeler Marie sur son téléphone. Ils entendent alors celui-ci sonner à l'intérieur, mais personne ne décroche. La jeune femme étant peut-être en situation de danger immédiat, ils forcent la porte et pénètrent à l'intérieur de la maison. Tout est calme. Le téléphone sonne et vibre sur une petite table du salon. Des livres de cours y sont aussi disposés, mais aucune trace de Marie. Les policiers parcourent prudemment toutes les pièces de la maison. Rien au rez-de-chaussée. Ils montent alors les escaliers, se retrouvent dans un couloir qui mène aux chambres et ouvrent la première porte sur leur chemin. À peine celle-ci ouverte, les voilà directement confrontés à une vision d'horreur. Marie est là, assise sur le lit. Elle tient les 2 bébés contre elle, comme pour les protéger. Mais rapidement, malgré la pénombre, les policiers vont se rendre compte que les draps sont imbibés de sang. Marie et les 2 bébés seront déclarés morts à 22h07, lacérés d'une 50aine de coups de couteau. Quelques heures plus tard, les policiers réussirent à retrouver d'où provenaient les coups de téléphone que Marie avait reçus en début de soirée. Aussi curieux et terrifiants soient-ils, les appels provenaient en fait du téléphone fixe de la maison.
aucune infraction ne sera constatée. Ce triple homicide restera une énigme. Voilà. C'est trop bien. Ça fait vraiment fait divers de malade, quoi. Et bah là où c'est assez intéressant, Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous dire? c'est Asseyez-vous tous. que donc c'est une histoire que j'ai réécrite pour l'arranger un peu à ma sauce, pour la mettre au rythme auquel je voulais, etc. Mais c'est une histoire qui a une véritable origine, une origine qui a marqué l'histoire des États-Unis. C'est l'histoire de Janet Christman dans les années 50. C'est une jeune babysitter qui s'est fait assassiner de la même façon par un tueur qui n'a jamais été identifié par la suite. Et cette histoire, en fait, a servi pour plein de romans, pour plein de... Enfin, ça sert le folklore américain, Ok. que ce soit dans les bouquins et même dans le cinéma. Donc voilà, il y a par exemple Fred Walton qui l'a porté à l'écran dans Terreur sur la ligne en 1979. Moi, plus récemment, ça m'a fait penser un peu à Scream, ce genre d'histoire, tu vois, avec Ouais. l'appel Le téléphonique. début, clairement, ouais. C'est ça. Et donc voilà, je l'ai remis un peu au goût du jour et puis je l'ai mis. C'est moi qui ai réécrit tout à ma sauce, mais voilà, c'est une histoire, on va dire, qui existe dans le folklore américain et qui a été réinventée par je ne sais combien d'auteurs. Et voilà, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice parce que je trouve, voilà, c'est quelque chose d'assez terrifiant de toute façon, de se retrouver tout Oui. seul dans une maison. Et encore une fois, je me dis, ça rapproche avec ma mère, tu vois, que j'ai l'anecdote de tout à l'heure qui était avec nous deux, avec ma sœur et moi qui étions enfants. Oui. J'ai trouvé que l'histoire faisait un peu le rapprochement entre les deux, où il y avait cette situation d'être avec des enfants dans la maison, voilà. Voilà. C'est pour ça que quand il y a quelque chose d'inquiétant, inquiétez-vous. Et puis Ça, c'est pareil, la morale de l'histoire. le fait que les coups de téléphone venaient du téléphone fixe de la maison, c'est le petit truc que j'ai rajouté, que ça j'avais entendu dans une autre histoire, et je me suis dit, voilà, ce serait marrant de relier les deux, tu vois, voilà, bref. Voilà, c'est le petit... Le petit background derrière cette jolie petite histoire. Et c'est un petit teaser pour Scream qui va bientôt sortir d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau Bien vu. Scream qui va sortir. J'ai vu ça pour fêter les 20 ans, je crois, les 20 ans du premier. Ouais. Ouais, on dirait une remasterisation. Je ne sais pas comment Ouais, un appeler ça. reboot. Oui, bah Un oui, reboot. Il se resserre Oui, c'est d'une exactement licence. pareil. Voilà, quoi. Enfin bon. Oui, bon, après, de toute façon, Scream, ça n'a jamais volé très haut. C'est un slasher Non. pour adolescents Oui, de tout- base. C'est plus marrant maintenant aujourd'hui à regarder qu'effrayant. Quoi. Oui. Bah, c'est intéressant de le voir et après regarder Scary Movie pour voir les Ah, bah, petites, bien sûr. Ah, les Scary Movies, ça c'est. Ah, c'est une Ils époque, sont mais excellents. j'aimerais bien les revoir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les Scary Movies. Hein. Oui, J'aimerais bien me C'est les vrai. revoir parce que c'était vraiment les films de notre adolescence. mais trop. Avec les American Pie, il y avait les Scary Movie et les American Pie, c'était. Puis, ça Quelle fait époque, tellement quelle de époque, trucs. mes aïeux! Bon, ok. Bon, bah, à toi, C'est mon parti. petit! Allez. Bon, bah, j'espère que vous êtes prêts. Donc, peut-être qu'elle sera un chouïa plus longue. Mais bon, on verra bien. De toute façon, on est là pour se faire plaisir. Oui, vas-y. Alors, le titre, c'est Camping désert. C'est parti. On avait acquis un petit kangou aménagé bien sympathique. Je vous passe les détails, mais en gros, c'était parfait pour dormir n'importe où, avec un confort minimal mais essentiel. Juste ce qu'il faut, de quoi boire et dormir. Un petit road trip à 3 qu'on avait projeté depuis longtemps. La difficulté étant de réunir nos vacances. Mais c'était bon, enfin. Tout s'est parfaitement bien déroulé jusqu'au fameux camping fantôme. Quand je dis fantôme, ce n'est pas en rapport à quelque chose de paranormal. Pas du tout. C'est que c'était grand, réellement très grand, et il n'y avait quasiment personne. Enfin, quasiment. Originaires de Hollande, tous les trois, moi Billy et mon couple d'amis Joseph et Christine, nous souhaitions visiter la France. Ce pays aux multiples décors, aux paysages totalement différents en fonction de ses régions. Bref, après des kilomètres à traverser les Cévennes, ce lieu inscrit au patrimoine de l'UNESCO, vraiment beaucoup de kilomètres, dans clairement un no man's land, aucune âme qui vive, mais c'est réellement impressionnant, assez pour le préciser. Nous voulions donc faire une pause. Le temps était gris, maussade. L'intérêt étant de profiter au maximum du paysage, des vallées, des collines. Il était préférable de s'arrêter
et en plus il se faisait tard. La vue de la ville Florac serait apparemment splendide selon ce que l'on nous avait dit. Mais bon, pour le moment, en plus sans aucun réseau, puis bien sûr aucune visibilité, et en plus cela s'empirait, valait mieux se poser quelque part. La météo semblant jouer sur notre GPS, on était tous les trois d'accord pour se garer dès que possible. Car on pouvait s'éloigner comme se rapprocher de notre prochain objectif, sauf que l'incertitude nous déplaisait fortement. Puis nous n'avions pas encore essayé un camping français, c'était l'occasion. On alternait la nuit dans le Kangoo, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, je dormais dans la tente 2 secondes, qui était plutôt spacieuse, mais évidemment c'était moins confort que la voiture, vu que je suis en extérieur. Pendant que Joe et Chris, par exemple, leur petit surnom à une syllabe, dormaient donc dans le Kangoo. Ce petit détail a son importance. Nous avons trouvé un camping paumé dans ces hectares de forêt infinie. Il n'y avait pas de nom, ni même d'accueil. C'était un peu étrange. Mais bon, on a remarqué certains emplacements. Il était très vaste et disposé sur le flanc d'une falaise. C'était pas vertigineux, mais c'était grand. Très grand. Il y avait des mobil-homes et des voitures, mais pas une seule personne. Vu l'heure, minuit moins 20, c'était peut-être logique. On s'est donc installé rapidement sur la première place venue, prêt à payer notre nuit dès demain matin, dans le petit loft en bois qui semblait être l'accueil de la journée. C'était une installation au lit plutôt express. J'étais déjà allongé dans le Kangoo, et oui, c'était mon tour. Joe et Chris, quant à eux, dans la tente, la petite lumière allumée, semblant discuter tranquillement. Je naviguais sur mon portable, regardant les photos de la journée d'hier, et une sensation qu'on m'observait me faisait frissonner. Effectivement, une personne sur le chemin principal avait les yeux fixés sur la tente. Il ne bougeait pas. La lune éclairait parfaitement le sentier, et je voyais donc son visage. Un vieil homme avec une barbe blanche, portant un bonnet. Puis doucement, il a tourné sa tête vers moi. Mais c'était pas possible qu'il me voie. Le Kangoo avait des vitres arrière teintées. Et c'est par là que je le regardais. La porte latérale étant sans vitre. Il ne restait que le pare-brise et les deux à l'avant, côté conducteur et passager. N'empêche qu'il me fixait bel et bien. Voyait-il quelque chose ? Je n'osais pas bouger. C'est alors qu'il tapota sur sa jambe droite, et 2 autres personnes arrivèrent alors, marchant droit comme des i, une femme et un enfant, venant se coller à l'homme. Ils se prirent la main et me fixaient alors tous les 3. C'est quoi cette secte ? Cette question me venant à l'esprit directement. La femme avait des longs cheveux, blancs qui recouvraient sa tête. L'enfant avait un énorme sourire. L'angoisse emparait mon corps. J'avais peur car Joe et Chris, ils étaient dans la tente. Je serais déjà parti sinon, sans même réfléchir au pourquoi de leur curiosité flippante. Bref, j'envoie un message à Joe, je vais pas l'appeler, j'aimerais rester discret. Mec, il y a des gens près de la tente qui me fixent depuis 10 minutes. Faut qu'on se casse, cherche pas à comprendre, c'est sérieux. Essaie de te préparer sans éveiller les soupçons. Je vais reculer avec la voiture, histoire que vous rentrez tous les deux par la porte latérale. Son téléphone fit un son. Merde. Le vieil homme était carrément à 1 mètre de la tente maintenant. Où sont les autres ? Putain, la femme était collée à la fenêtre côté conducteur. Son visage écrasé sur la vitre. Elle me regardait pleinement, avec ses yeux énormes et globuleux. Elle ricanait, voyant mon effroi dans mon regard. J'entends un cri, je me retourne. Il y avait une dizaine de personnes. 3 femmes étaient en train de tirer Chris, en dehors de la tente. C'est elle qui criait. C'était horrible. Elle était traînée sur le sol, en hurlant. Et je ne la voyais plus, disparue, engouffrée dans ce groupe de personnes. Je regarde la tente, le vieil homme frappait Joe à l'aide d'une masse. Il y avait du sang partout. Joe ne bougeait pas, ne bougeait plus. J'ai totalement disjoncté. Je prends le volant et fonce dans cette foule. Il faut au moins que je sauve Chris.
Putain, les clés. C'est bon, c'est ici. La folle essayait de rentrer de toutes ses forces en criant tel un démon. Le gosse était sur le capot, en train de chanter je ne sais quoi. Ils ne sont pas humains, c'est impossible. J'arrive à démarrer et recule pleine balle dans ce groupe de tarés. Il y a des cris de terreur. Sur ma gauche, je vois Joe en sang, le regard vide. Ma haine est totale. Je fais une marche avant sur la folle en face, qui joue avec son gosse terrible. Puis je fais demi-tour et regarde le groupe en délire. Certains sont blessés, d'autres veulent m'attraper. Je fonce. Blackout. Je me réveille à l'hôpital. Il y a la police qui parle au médecin hollandais. C'est pas le premier à faire cela, on a eu d'autres cas ces derniers temps. Un nouveau genre de terrorisme. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Où est Chris ? Le médecin rétorque. Elle arrive. Elle arrive. De quoi ? Elle arrive ? Elle est en vie ? Le policier reprend alors sa discussion en me regardant. On a eu 5 attentats de ce genre. Des voitures foncent dans la foule. De ce qu'on a compris, c'est très particulier, nouveau et déstabilisant. Écoutez-moi bien, Billy. Vous n'êtes jamais parti en France. C'est compliqué à comprendre, mais un hypnotiseur a modifié votre réalité. On ne sait pas précisément quand. Mais l'accident, la foule, était réel. Sauf que vous étiez en pleine rue, en plein cœur d'Amsterdam. Vous avez foncé sur une foule innocente. Pensant sauver vos amis, vous avez tué femmes, hommes et enfants. Mais comment ça ? Mais Joe est mort ! C'est alors que Chris est rentré dans la pièce, suivi de Joe. Qu'est-ce qui était réel ? Qu'est-ce qui ne l'était pas ? Fin. Non mais t'es Christopher Nolan ou c'est comment là? Non, bah, encore une fois, bravo. Voilà. Petit retournement de situation final. Ah, je m'y attendais pas. Alors là, je m'y attendais C'est pas vrai du tout. Ah ouais, non, pas du tout. Et puis alors, bah, encore une fois, félicitations. Donc tu peux le dire, c'est toi qui as totalement inventé toute cette histoire. Oui, c'est moi. Parce qu'en Voilà. plus, c'est inspiré donc de notre road trip qu'on a fait début septembre. Exactement. J'avais commencé. Du coup, j'avais commencé pendant que tu conduisais. Oui, c'est vrai que tu avais commencé à écrire Oui, sur le ouais. chemin du retour. C'est vrai, je me rappelle. Et ouais. Et Donc après, j'ai fini. excellent. avant- Franchement, j'étais à fond dedans. Je le vivais comme un vrai épisode de je ne sais quoi comme série, mais j'étais à fond dedans. J'imagine c'est beau. avec les bruitages que tu vas rajouter, ça va être génial. Ah oui. Ah oui, j'ai déjà une bonne idée de pas mal de bruitage. Et j'ai trouvé. Et Donc, t'as eu des bêtes. Bon après, je vais lui lancer des fleurs, les auditeurs. Excusez-moi. hein. Vas-y. Je suis prêt. Non, mais j'ai trouvé ça excellent l'idée d'être parti avec des gens qui dorment du coup dans une tente, ce qui explique pourquoi la personne ne s'enfuit pas en fait directement, parce que c'est vrai que dans plein de films, etc., Bah oui. on se pose toujours la question de putain, moi il se passe le moindre truc, c'est bon, je trace quoi. Et là, le fait qu'il pense à ses amis qui eux sont dans la tente, et puis alors le moment où t'as commencé à dire que le vieux se rapprochait de la tente, puis d'un coup la femme avait la tête collée contre la mur, quelle horreur! Ah, mais c'est horrible! C'est des trucs qui sont ultra flippants. Je trouve ouais, qu'en tente ou en kangou, c'est des Ouais, mais trucs tu qui l'amènes, sont flippants. tout doucement en fait, avec une histoire plutôt banale. Alors en plus, moi, comme je savais que les lieux que tu cites, on y est vraiment passé et tout, Mhm. je savais que tu calquais un peu le road trip sur ce qu'on avait vécu. Mais du Ah coup, bah, ça m'a t'installes clairement une inspiré. ambiance très calme. Et j'ai adoré. Puis alors le retournement, alors la fin, c'est Christopher Nolan, quoi. C'est ça. Ouais, parce que Non, alors. j'ai- J'ai adoré. Moi, c'est beau, alors c'est ça qui fait, c'est le plus important. Je pense que. Mais ouais, de toute façon, c'est clairement notre road trip qui m'a inspiré. Ouais. Et parce que des fois, ça peut faire peur. Clairement, on en avait parlé en off. Tu sais, des fois, tu dors en voiture, t'as des gens qui se collent à la fenêtre, qui Bien sûr. viennent regarder. Ah, bien C'est sûr, angoissant. Et Parce que oui, tu Et peux là- le dire aux auditeurs, récemment, tu as acheté justement un Kangoo et Mais tu as passé ta mais j'ai première publié, nuit je crois, les le photos. week-end dernier. ouais, je les ai mis Justement, sur Instagram, je crois. Oui, c'est ça, les photos. en plus. C'est ça. Et mais oui, voilà, et ça peut. Bon, j'étais en montagne, donc j'avais pas. Il y avait personne. Comme ça, j'avais pas ce risque-là. Ou si c'est encore pire, s'il y a quelqu'un, Mais c'est encore alors pire. qu'il n'y a aucune voiture, C'est ça. donc il faut Si mettre des tu te rideaux. réveilles et il y a un mec qui est collé la tête contre la vitre en plein milieu d'une montagne, mais Ouais, mais là après encore c'est pareil que- en tente, quoi. C'est pareil en tente. Mm. C'est même pire en tente, quoi, limite. Mais là, je crois que c'est
Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de faire ça. Comme tu dis, le fait que quelqu'un est en tente à côté, bah, t'es bloqué en fait. Et ça, Ouais, c'est ça. terrible. Tu penses à Quand- tes amis, donc forcément. Ouais. T'es comme bloqué. Et je voulais Et parler d'où t'es d'hypnose. venu d'où t'es Ouais. venu cette histoire d'attentat Oui. Bah parce qu'en fait, j'ai écouté un podcast sur l'hypnose super intéressant il y a pas longtemps. Et ils ont parlé en fait de l'hypnose en tout. Bah, un peu, ils ont expliqué comment marchait l'hypnose, etc. Enfin, ils ont fait tout un cours là-dessus, on va dire. Et en fait, il s'est avéré que l'hypnose, tu peux arriver vraiment à modifier en fait presque la réalité de quelqu'un. Il y a même des personnes qui s'amusent, je crois que c'est un nom, je sais plus le nom de la communauté, des personnes qui s'amusent à s'auto-hypnotiser, donc ils se donnent des petits tips et pour être dans l'univers d'Harry Potter. Ça paraît complètement dingue. Et il y a des trucs, bon, bref, il y a des moyens, des techniques. Alors l'épisode, je crois que c'est sur Podcast Science, voilà, si je dis pas de bêtises. Podcast Science, et le titre c'est vos paupières sont lourdes, un truc comme ça. Donc ça parle d'hypnose et comme ça on comprend tout. Et ça explique que du coup, sous hypnose, tu peux pas faire des trucs qui sont contre tes principes, mais il y a toujours. Mais là, du coup, là, le mec, voilà, c'est ça. comme il était persuadé de vivre D'aider quelque chose, ses amis. C'est ça. ça. Il y a toujours ce débat-là, donc peut-être pas là. Mais bon, oui, là, c'est quand un même débat très qui est poussé. intéressant. C'est vrai que Mais oui, oui. là, c'est vraiment. C'est vraiment poussé à l'extrême. Ouais, c'est voilà. ça. Mais il y a ce débat intéressant. Si tu dis à quelqu'un que c'est pour sauver tes amis, machin, en fait, que l'hypnotiseur essaye en fait de te monter un peu le cerveau, je pense qu'en fait, tu peux du coup faire quelque chose qui est contre ta morale. Et c'est particulier, je trouve. Et du coup, il y a la personne qui présentait en fait l'hypnose en podcast disait que c'était quand même dangereux actuellement d'aller chez certains hypnotiseurs qui sont pas qualifiés parce qu'en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après ça peut marcher, ça veut pas dire que les hypnotiseurs sont des. L'hypnose ça marche clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça a été étudié et tout, ça fonctionne, c'est un état modifié de conscience, mais il faut faire gaffe quoi parce que tu peux inculquer des faux souvenirs. Ça c'est clair. Aussi, ouais. Et ça, ça s'est avéré. Et là, je voulais jouer un petit peu là-dessus. Est-ce que ça peut être un faux souvenir? Est-ce que ça peut être. On ne sait pas trop. Donc, je me suis dit que j'avais envie de faire un truc sur l'hypnose. Pour relier au cerveau, encore une fois. Voilà. Eh bien maintenant, les auditeurs ne verront plus Mesmer de la même façon. Exactement. Bon, bah alors c'est à moi pour ma deuxième grande histoire. Allez. Et là, on va partir sur un témoignage. Voilà. Ok. Donc j'en dirai plus sur ce témoignage à la fin de l'histoire pour que vous découvririez un peu le contexte tout simplement de cette histoire. Mais voilà, c'est un vrai témoignage donc je vous laisse découvrir. Allez, c'est parti. Je m'appelle Charlotte. J'ai 34 ans et je vais vous raconter une des pires expériences de ma vie qui m'est arrivée il y a quasiment 1 an jour pour jour. Pour vous situer le contexte, j'habite un petit quartier résidentiel à quelques kilomètres de la ville de Lyon. Et chaque soir, je rentre du boulot à pied. Je n'aime pas cette période de l'année, les jours sont courts, le changement d'heure fait qu'à 18h la nuit est déjà tombée. Heureusement pour moi, le trajet entre mon bureau et ma maison est assez rapide. De plus, le coin est relativement tranquille. Mais en ce mois de novembre 2020, la France est plongée dans un deuxième confinement à cause du coronavirus. Je vis cette période plutôt sereinement. Mon boulot ne me permettant pas de télétravailler, je me rends chaque jour à mon bureau. Et pour tout dire, j'apprécie le fait de pouvoir sortir de chez moi. Le premier confinement, ma société a totalement fermé et nous sommes restés enfermés chez nous pendant 2 mois. J'ai très mal vécu cette période. À ce moment, j'appréciais encore plus le trajet pour rentrer chez moi. Les rues étaient totalement désertes, les gens étaient confinés chez eux, et ça me donnait un sentiment de liberté totale. Mais un soir, tout va malheureusement très mal se passer. Il était un peu plus de 19h ce jour-là. La journée de boulot m'avait épuisé. Je rentrais tranquillement, une petite brume parcourait les rues, donnant une ambiance londonienne à mon trajet quotidien. Comme chaque soir, je ne croise personne pendant un long moment. Les rues sont vides, calmes et silencieuses. Mais après quelques minutes, j'aperçois un homme immobile à une centaine de mètres de moi.
de l'autre côté de la route. Il porte un chapeau bizarre. Je ne distingue pas exactement son visage, mais j'ai la désagréable sensation qu'il m'observe. Je me dis, allez Charlotte, arrête de faire des films, c'est juste un monsieur qui, comme toi, rentre du boulot. Je ne peux cependant pas m'empêcher de regarder l'homme du coin de l'œil. J'arrive maintenant à sa hauteur, mais la route nous sépare. L'homme est toujours immobile, mais cette fois-ci, j'en suis sûr, il m'observe. Je tourne la tête et lance un « bonjour » pour lui faire comprendre que je l'ai vu. Aucune réponse. L'homme reste figé. Mon cœur commence à battre un peu plus fort. Tant pis, je continue ma route, j'accélère le pas. Après quelques mètres, je me retourne et je l'aperçois enfin bouger. Mais ce n'est absolument pas ce qui va me rassurer. En effet, l'homme s'agite bizarrement. Il semble d'abord se gratter le cou, mais très vivement, puis sa tête s'incline de droite à gauche frénétiquement. Je continue d'avancer en me retournant à nouveau. Je commence à paniquer en le voyant traverser la route et marcher dans ma direction. Il est maintenant à une 50aine de mètres derrière moi. Il marche au même rythme que moi. Ma maison n'est plus très loin et j'espère que je suis juste une peureuse qui se fait des films. Mais d'un coup, j'entends des bruits de pas qui se mettent à courir dans mon dos. Sans réfléchir et sans même me retourner, je me mets moi aussi à courir comme une folle. Je suis totalement effrayé. J'arrive enfin chez moi, j'entre à toute vitesse dans ma petite maison et je referme la porte à clé. Mon cœur bat la chamade. Je pleure à moitié et tremble de tout mon corps. Après quelques minutes, je reprends petit à petit mes esprits. Je regarde par une fenêtre et constate que mon quartier est aussi paisible que d'habitude. Je n'aperçois pas l'homme et j'essaye de me rassurer en me disant que j'ai tout imaginé. J'appelle une amie pour lui raconter ce que je viens de vivre et j'en profite pour lui demander de venir passer la nuit avec moi pour me rassurer. Elle accepte et sera là dans une 30aine de minutes. Je l'attends encore un peu fébrilement, ne pouvant m'empêcher de jeter des coups d'œil à l'extérieur, guettant son arrivée. Quelques minutes passent. Je décide alors, pour m'occuper l'esprit et pour m'apaiser, d'aller fermer tous les volets de ma maison. Je ferme ceux de devant, puis ceux de derrière. Mais alors que je me retrouve dans ma cuisine, j'aperçois une silhouette derrière ma baie vitrée. Mon corps se fige instantanément. L'homme est là, debout dans mon jardin. Je me suis mise à hurler en espérant qu'un voisin m'entende. Malgré ma réaction, l'homme ne bouge pas. Il me fixe et je distingue à présent un sourire sur son visage. Il prend plaisir à me voir totalement horrifié. Je réussis tant bien que mal à fermer les volets de la cuisine et me retrouve totalement enfermé à l'intérieur. J'appelle la police qui envoie une patrouille très rapidement. Ces minutes ont été les plus longues de toute ma vie. Les policiers ont fini par arriver. Je me suis jeté dans leurs bras en pleurant. Ils ont passé la soirée à fouiller mon quartier, mais n'ont pas retrouvé l'homme au chapeau. Ils ont malgré tout retrouvé plusieurs traces de pas dans mon jardin. Mais plusieurs ne dataient pas du jour même. Les policiers conclurent que l'homme ne m'avait pas croisé par hasard ce soir-là. Ça faisait sûrement plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'il devait m'espionner. Mais le plus terrifiant est intervenu dans les jours qui ont suivi. La police scientifique avait fait des prélèvements un peu partout dans mon jardin et sur ma maison en espérant trouver un indice sur l'identité de l'homme. Ils ont fini par m'appeler en me conseillant de déménager et d'aller vivre en attendant chez des amis ou de la famille. Ce qu'ils ont découvert les a terrifiés. Il faut savoir que je dors très souvent les volets ouverts, car j'aime être réveillé par la lumière du soleil le matin. La police scientifique m'a expliqué que la plupart des traces d'ADN qu'ils ont réussi à extraire n'ont pas permis de l'identifier, mais provenaient de salive retrouvée sur les carreaux des fenêtres de ma chambre. En effet, plus d'une centaine de traces de coups de langue furent découverts sur les carreaux. Plus terrifiant encore, ils n'ont pas extrait qu'un seul profil génétique, mais celui d'une dizaine d'hommes différents. Fin de l'histoire. Ce choc à la fin, une dizaine d'hommes différents.
On dirait qu'ils se Et relayent des pour la coups fille. de langue et des coups de langue sur les vitres. T'imagines, t'es en train de dormir, il y a des hommes qui lèchent ta vitre. Ah, c'était énorme. C'était énorme. Donc en fait, c'est tout simplement, j'ai voulu écrire un thread d'horreur, parce que la plupart que vous voyez sur Internet, par exemple Squeezie, etc., c'est souvent des histoires inventées, hein, c'est pas des vrais témoignages. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ce serait cool d'avoir mon propre thread d'horreur, tu vois, que Trop j'ai bien. écrit moi-même. Mais à la toute base, je partais d'une histoire que j'avais entendue, je me rappelle absolument plus où, et ça fait assez longtemps. C'était l'histoire d'une fille qui rentrait du boulot et que dans la rue, elle voyait un homme mais très grand et très fin et qui bougeait avec des bras ultra chelous. Ça Je me m'avait rappelle dit plus quelque trop de chose l'histoire aussi. en fait. Ouais, je me rappelle plus trop de l'histoire. J'ai essayé de la retrouver parce que tu sais, des fois, au lieu d'inventer des histoires, j'aime bien raconter des histoires qui m'ont effrayé. Et celle-ci m'avait effrayé, mais j'ai absolument pas réussi à la retrouver. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre un peu la même base, mais je vais la raconter version plus crédible, on va dire, version thread d'horreur, et C'est ça. ça va être crédible, on va dire, tout le long, mais sur la fin, je vais pousser le curseur un peu loin, tu sais, dans le glauque. Mais c'est pas mal, hein, parce que ça reste crédible, mais encore plus effrayant. oui, en Genre, plus, t'as atteint même- un niveau Ouais, ultra moi, glauque. la fin, Ultra quand j'étais glauque. en train de l'écrire, la fin, je me disais, mais quelle horreur! D'imaginer que tu dors, la fenêtre, enfin, pas la fenêtre ouverte, mais Ouais, les les volets ouverts. avec des. Tu dis, Jack, des gens t'observent par ta fenêtre, c'est horrible, mais en plus que tu retrouves des traces de langue. Oh! Non, c'était beau. Ah, voilà. Ah, je me suis C'était- terrifié moi-même, hein. Voilà. Ah, c'était très bien écrit. C'était très bien écrit, faut le dire. J'ai bien aimé la montée en intensité. Ouais. C'est ça qui est cool quand on écrit soi-même, quoi. C'est ce côté-là en fait que tu peux pas Ah, bah, toujours tu avoir. vis un peu plus le truc. Oui, c'est Ouais, clair. mais ça se sent trop, ça se sent trop. Ah, c'est que l'inédit, hein. C'est que l'inédit ce soir. C'est. Ah, c'était Voilà, beau. mais on vous le dit pas que c'est inédit dès le début quand les histoires sont inédites parce qu'elles ne le sont pas toutes. Exactement. Mais on vous le dit pas pour vivre l'histoire, c'est ce qu'on dit souvent parce que si dès le départ une histoire on vous dit bon bah c'est moi qui ai inventé tout, bah tu la vis avec Oui, c'est ça, tout à fait. à plus de distance. Donc on aime bien laisser cette surprise où à la fin de l'histoire on va vous dire finalement si cette histoire est inspirée d'un fait réel, si cette histoire est totalement vraie ou si cette histoire est totalement inventée quoi. Donc c'est assez intéressant je trouve d'avoir le contexte sur la fin. Voilà. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Bon, Et bah, donc ok. à toi. Bah, c'est parti. L'onirisme de Ben. Mon premier rêve lucide avait commencé comme un cauchemar. Je me trouvais alors dans la pharmacie de mon village natal. Il y avait là une personne malade, allongée sur le dos, et elle réclamait de l'eau. Seulement, la seule manière de l'hydrater se faisait uniquement goutte par goutte à l'aide d'une aiguille. C'était bien trop insuffisant pour la maintenir en vie. J'étais tétanisé et c'est là que j'ai compris que j'étais dans un rêve. Je suis alors sorti de la pharmacie et j'ai fait un tour dans les boutiques alentours. J'ai fini par trouver une boulangerie dans laquelle j'ai pu me procurer un récipient que j'ai rempli d'eau. Une fois que j'ai pu apporter l'eau à la pharmacie et que la personne avait bu, je me suis dit, eh bien, si j'allais voir autour. Alors, j'ai tout visité. Et j'ai même fini par rentrer chez moi. J'avais tout le contrôle de mes actions. C'était le commencement de folle expérience. En me plongeant dans le sommeil, je pouvais voler, aller sur la lune, échapper à mes mauvais rêves. Avoir une seconde vie, où tout m'était possible. Comme si j'avais mon propre Westworld, pour ceux qui connaissent la série. Puis, au fur et à mesure du temps, je me suis perfectionné. Pourtant, parfois, mon cerveau m'embarquait dans des choses totalement incroyables et bizarres. Il y a quelque temps, par exemple, j'ai fait un rêve qui a commencé assez étrangement. Je me trouvais dans un immense paysage montagneux et hostile. Des animaux géants étaient attachés avec des cordes à des rochers. Je me trouvais à leurs pieds, si petits qu'ils ne me distinguaient pas. Au début, j'étais effrayé. Car il y a toujours ce petit laps de temps où le déclic doit venir. Celui de prendre conscience que tout n'est que imagination.
que rien n'est vrai. Donc, lorsque je me suis rendu compte que j'étais dans un rêve, pas compliqué une fois qu'on se dit que de pareilles bestioles sont peu communes, je me suis dit que je pouvais trouver un moyen de les détacher et de les suivre. C'est comme ça que j'ai cherché à fendre les rochers auxquels l'un d'eux était attaché pour le libérer. Oui, c'est délirant. Puis ensuite, je me suis accroché à ses pattes pour le suivre. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la montagne, dans un paysage beaucoup plus féerique. La magie était de nouveau présente. Mais, vous vous en doutez sûrement, il y a toujours un revers de la médaille. Une contrepartie à cette beauté, des choses bien plus sombres. Une nuit suivante, j'étais sur la route, enfin sur l'autoroute, et j'ai eu le moment de conscience assez rapidement. La conscience d'être dans un rêve. Seul depuis un certain temps, cette bizarrerie m'a interloqué. Donc, une fois éveillé dans mon sommeil, oui, c'est totalement paradoxal, j'ai eu l'idée d'aller dans une maison qui était en face de moi. Elle était grande, spacieuse, de longs couloirs. Elle attirait mon regard. Et mon effraction dans mes songes était d'une facilité déconcertante. Puis, un bruit m'a attiré. C'était à l'étage. Une fois à l'intérieur, il y avait quelqu'un ou quelque chose. Effectivement, sur le haut de l'escalier, une forme était perceptible. Un gros animal, peut-être. Que sais-je? Cela peut s'avérer être tout et n'importe quoi. Cette ombre à quatre pattes a commencé à courir vers une chambre, en faisant un son strident, un genre de hurlement. J'ai alors fait apparaître un katana dans mes mains. Encore un démon de mon inconscient éliminé. J'ai dû trop regarder la série Blade ces derniers temps. Imaginer des katanas, etc. Bref, je monte doucement dans l'escalier et j'entends que ça gratte derrière la porte. Ce truc essaye de me tendre un piège. Mais je n'ai point peur. Je contrôle peut-être pas mon environnement, manque d'expérience. Enfin, du moins, cela me semble impossible. Mais dans tous les cas, contrôler mes actions avec une possibilité infinie me suffit amplement. Alors, j'enfonce la porte. La chose est sous le lit. Elle se cache sous la couette. Sans chercher à comprendre, je cours. Un coup de katana. Un autre. Un autre. Un autre. Encore un autre. C'est bon. C'est fini. Ça ne bouge plus. Et j'entends un bruit. Quelqu'un qui agonise. Alors je retire la couette. Un couple. Assez âgé de surcroît. La femme semble me dire « Tue-moi, tue-moi, tue-moi ». L'homme, lui, montre du doigt quelque chose. Je me suis trompé. Le coup était tellement fort, juste derrière moi. Je me suis réveillé. Debout, dans la chambre. Non, dans une chambre. Celle de mes beaux-parents. Un couteau dans mes mains. Mon beau-père agonisant. Le téléphone à la main. La police au bout du fil. À mon procès, quelques mois plus tard, des experts ont prouvé que je n'étais pas conscient au moment du meurtre. Car ma belle-mère avait bel et bien succombé à ses blessures. Puis, quelques mois encore plus tard, la folie m'a gagné. Je n'osais plus dormir. Cet écrit sera le dernier. Un écrit en guise de témoignage, avant que mon cerveau soit totalement ailleurs. Dans les limbes. Fin.
Donc encore une fin surprenante. T'es Christopher Nolan. Ou tu es Shyamalan. Tu es Shyamalan. C'est Tu es Moi, je me suis dit, le Shyamalan de l'horror show. ça fait un peu un Reddit un peu différent avec le premier, quand même. Carrément, mais c'est super inventif. Donc est-ce que celui-là, par contre, tu l'as écrit totalement? Alors, non. En fait, Parce que j'ai moins reconnu ton style. Je sais que c'est des sujets que tu voulais traiter, je m'en rappelle. ok. Et c'est vrai que le style d'écriture, j'ai douté à certains moments que ce soit Mais- que toi. Ouais. Il est bon. Hein. Il est Ah, bon, il est mes bon. chers auditeurs. Parce qu'en fait, j'ai pris 3 rêves. Donc 3 D'accord. vrais rêves lucides. Donc, Excellent, d'accord, ok. voilà, donc pour les gens qui connaissent pas les rêves lucides, on a fait une émission là-dessus. Inception, les rêves lucides, et vous saurez tout faire. Tout faire. Où je vous raconte un de mes plus beaux cauchemars, hein, une masterclass. Ah oui, oh, le fou rire en plus qu'on a eu. C'est ça. Mais Je le sortirai peut-être en mini au coin du feu. Carrément. Parce on était vraiment parti très loin, c'était trop drôle. et carrément. Et du coup, voilà, en fait, les 2 premiers rêves que je cite, c'est des vrais rêves lucides que quelqu'un a raconté. Enfin, c'est des vrais cauchemars lucides. Pour la personne, c'était Ok. des cauchemars lucides. Il y a vraiment des personnes qui font Ouais. des cauchemars, même s'ils sont Ouais, conscients bien de sûr. ce qui se passe. Voilà. Et je Bien me sûr. suis inspiré le 3e rêve, c'est un de mes rêves à moi, où Mhm. j'avais vraiment un katana et je devais Mhm. achever quelqu'un. C'est assez particulier comme rêve. Et c'était horrible comme rêve parce que la personne agonisait. Je me sentais obligé de l'achever parce qu'elle était en train de souffrir. Mais ça ne marchait Quelle pas. horreur. Ça ne marchait pas. Ah, quelle horreur. Ah oui, j'avais beau foutre des coups de katana, la personne était encore en train d'agoniser. C'était horrible ce cauchemar. Du coup, j'ai Je rassemblé. sais pas ce que ça signifie dans ton subconscient, du coup. Pas du tout. Méfiez-vous. Ne dormez pas avec moi. C'est ça. Et du coup, voilà. Donc il y avait les 2 rêves lucides. Ce rêve-là que j'ai fait, qui n'était pas du tout Mhm. lucide pour le coup, hein, parce que je contrôlais pas du tout ce que je Non, faisais. mais j'ai adoré en plus le concept d'avoir une histoire d'horreur, mais dans le monde des rêves. C'est ça. Donc, où Tu peux apporter il n'y a du... pas d'interdit, où tout peut partir dans tous les sens. C'est limite, ça serait une idée de film. Imagine un film d'horreur à la Inception avec, Mais trop. avec des éléments totalement irrationnels qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. C'est D'ailleurs, l'idée, à mon avis, on va te la piquer. Il y On avait va un- te la piquer, il y l'idée. avait un petit bruit de The Grudge. Je pense que là, tu l'as pas entendu, mais tu l'entendras. D'accord. Oh, Tu trop veux- bien. ça va être fou. Ça va être fou. Et c'est en fait, et là pour le coup, contrairement à l'hypnose où je suis parti loin, on va dire, là, il y a réellement un père de famille qui s'est levé Non. en pleine nuit, ouais, qui a pris sa voiture, qui a roulé 23 km jusqu'au domicile de ses beaux-parents. Il a poignardé à mort sa belle-mère et a gravement blessé son beau-père. Il est ensuite allé se rendre lui-même à la police, toujours Ouais. en train de dormir. Le mec dormait. C'est ça qui est complètement C'est un dingue. mytho. Non, il y a eu plusieurs cas comme ça de somnambulisme où Mais quelle horreur, c'est arrête. horrible. Ouais. Moi, mon cousin est somnambule. Déjà, il nous faisait flipper quand on était petits. Parce que des fois, tu sais, on était tous en train de regarder des dessins animés à la télé. Lui, il s'endormait. Sauf que d'un coup, il se levait. Puis on lui disait, bah, tu vas faire quoi? Parce qu'on pensait qu'il était réveillé, quoi. Et on voyait, en fait, il calculait pas. Et il se mettait à avancer dans le couloir tout seul. Et comme un... Ouais. J'étais chaud. terrifié. Et Mais- des fois, des nuits, il se réveillait, il était bloqué dans tu sais, entre son bureau, son armoire et tout. Et il se réveillait, il ne savait plus comment sortir. Il était obligé de crier pour qu'on vienne le sortir de là. Ah, Tu ça te dis fait comment t'es frisson. rentré là, il savait même pas. Et ça, moi, le somnambulisme, je te jure, c'est. Mais- Je pourrais pas être en couple avec une fille qui Qui est est somnambule. somnambule. Je Mais crois là, c'est en que plus, je serais trop terrifié. Mais j'ai eu plusieurs cas de faits divers. Non, Et non, là, mais oui, mais non, mais rajoute-en pas. Pour moi, les somnambules, ils étaient tous gentils. Viens pas me dire qu'il y a en plus des faits divers. mais, Quelle ouais, horreur. c'est assez rare. Mais là, pour le Ouais. coup, l'histoire de quelle ce père de horreur. famille, il a été. En fait, il y a des experts qui ont prouvé qu'il n'était pas conscient au moment du meurtre. Mais vraiment. Ok. C'est assez particulier parce que le mec, ouais, pourtant il a Quelle roulé et tout. horreur. C'est chaud. Et après, ouais. ce qui est conseillé pour quelqu'un qui est enfin, si vous voyez un somnambule, il est conseillé de ne pas le réveiller, mais d'aller le Oui, recoucher en même fait. même s'il a un couteau dans la main, ne le réveillez pas. Non. Laissez-le faire. Parce Ah, que par sinon, il risque de se réveiller de mauvais poil, quoi. Mais c'est vrai que c'est particulier. Donc il y a des cas un peu. Donc j'hésitais soit à raconter un fait divers, mais il n'y avait pas assez d'informations, ou plutôt Ouais. carrément faire une histoire. Non, mais arranger à ta sauce, c'est très cool. Très, très cool.
Là, j'étais encore une fois à fond dedans, puis j'adore les petites surprises finales. Non, c'est Bon, bah, c'est bon. la concept plus petite révélation finale, encore une fois. Voilà, quoi. C'est l'horreur show. Hein. Faut faire le show. Bon, allez, on est parti pour ma dernière histoire déjà. Ok. Putain, ça passe vite. Donc c'est la J'ai envie de dernière, pleurer. c'est la plus longue, même si elle dure pas 30 minutes, hein, mais elle est un peu plus longue que mes deux précédentes. Et encore une fois, c'est un témoignage qu'on pourrait relier comme un thread d'horreur. Enfin, c'est un D'accord. témoignage thread d'horreur, je sais pas la grosse différence entre les deux, mais voilà. Ok. C'est un témoignage. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Je m'appelle Johan. J'ai 27 ans et depuis l'année dernière, avec mon copain Peter, nous réalisons notre rêve, faire un tour du monde. Le voyage s'est admirablement déroulé et nous avons entamé la dernière étape avec la découverte de l'Australie. Ça fait 4 ans que nous sommes tombés amoureux, Peter et moi. Et on a décidé, pour conclure en beauté ce grand périple, de nous marier sur Bora Bora juste avant de rentrer chez nous. Pour financer tout cela, voilà quelques mois que nous travaillons à Sydney. Mais fin juin, l'envie nous a pris de reprendre un peu la route pour changer d'air et à nouveau goûter aux frissons de la découverte avec un road trip dans les terres plus arides et désertiques de l'Australie. Comme beaucoup de jeunes touristes pas bien riches, nous voyageons dans un vieux van, un combi Volkswagen orange qu'on a totalement aménagé à notre goût. Ce n'est pas le grand luxe, mais on y a vécu les meilleurs moments de nos vies. Notre road trip démarre en longeant la côte en partant de Sydney vers le sud du pays. On découvre Canberra, la capitale, mais aussi Melbourne et Adélaïde en Australie méridionale. Puis, nous remontons vers le nord en direction d'Alice Springs. Là-bas, nous nous accordons quelques jours de repos. La route menant à Alice Springs est un immense désert rouge et la chaleur nous a énormément fatigués. Nous sommes le vendredi 14 juillet. Il est 16h et c'est le moment de reprendre la route. Ce matin, on a assisté aux courses de la Camel Cup, une compétition de course de chameaux très connue dans le coin. Puis, on a dévoré des burgers au poulet pané dans la chaîne de fast-food Red Rooster, une sorte de KFC local. Je conduis depuis maintenant un peu plus de 2 heures et l'on décide de s'arrêter à un relais routier à T-Try. On en profite pour faire le plein d'essence et fumer un joint en admirant le coucher de soleil qui est formidable en Australie. On reprend la route et c'est Peter qui prend le volant. Je n'aime pas conduire de nuit. 1 heure plus tard, alors que nous croyons être seuls sur cette immense route désertique, on aperçoit les feux d'une voiture au loin derrière nous, dans le noir quasi total de la nuit australienne. La voiture semble rouler très vite, car les feux ne cessent de se rapprocher de nous. Peter commence à râler, car la voiture est maintenant en plein phare, et ceux-ci nous éblouissent dans les rétroviseurs. Il ralentit et fait signe à la voiture de nous doubler, mais la voiture reste derrière. Je commence à m'énerver moi aussi. La route est immense, mais il faut qu'il nous colle, et en plus en plein phare. La voiture se met alors à nous faire des appels de phare. Peter ne semble pas si inquiet, mais moi je sens le stress monter tout doucement. Que nous veut-il ? D'un coup, la voiture accélère. Il commence enfin à nous dépasser, et l'on découvre un gros pick-up blanc. Un chien sur le siège passager et un homme au volant. Celui-ci stabilise sa voiture au niveau de la nôtre et nous fait des grands signes pour que l'on s'arrête en nous montrant l'arrière de notre van. Peter pousse un juron et comprend qu'on a sûrement un problème mécanique. Ce ne serait pas la première fois. Notre van n'est plus tout jeune, mais l'idée de s'arrêter en pleine nuit sur le bord de la route ne m'enchante absolument pas. Peter, lui, semble plus confiant. Il ralentit et se gare sur le bas-côté. L'autre véhicule s'arrête aussi derrière nous. Peter me dit de ne pas bouger. Il sort et se dirige vers l'arrière du van. Je l'entends alors discuter avec l'homme, mais je ne l'aperçois pas. La discussion semble très amicale.
l'homme explique à Peter que des étincelles apparaissaient au niveau de notre pot d'échappement. Peter le remercie chaudement de nous avoir prévenus et les voilà affairés à l'arrière du van pour essayer de trouver d'où peuvent venir ces étincelles et pourquoi. Les minutes passent. Je ne suis pas très à l'aise, mais j'attends à l'avant du véhicule. Peter revient vers moi et me demande de prendre la place conducteur. Ils ont besoin que je rallume le moteur et que je le laisse tourner. Il en profite pour prendre son paquet de cigarettes et retourne vers l'arrière du véhicule. D'autres minutes passent. Quand soudain, j'entends une très forte détonation. Le bruit m'a fait sursauter et j'ai d'abord pensé à un crépitement du moteur. Mais la soirée va basculer à partir de ce moment-là. J'essaye de regarder dans le rétroviseur à ma gauche si j'aperçois Peter, mais je ne vois personne. J'entends alors un bruit sur ma droite et me rends compte immédiatement qu'une silhouette se trouve juste derrière la vitre du côté passager. Ce n'est pas Peter, c'est l'homme. Et je découvre avec horreur qu'il est armé. Il pointe sur ma tête un gros revolver argenté. Je suis totalement sous le choc. L'homme ouvre la portière et s'introduit dans notre van. Il m'oblige à me baisser en avant pour m'attacher les mains avec des serre-câbles en plastique noir. Je crie alors de toutes mes forces. J'hurle le nom de Peter pour qu'il vienne me secourir, mais il ne répond pas. Je commence à comprendre avec effroi que la détonation ne venait pas du moteur, mais du revolver argenté. Et je n'ose imaginer ce qui est arrivé à Peter. Je suis à présent seul avec cet homme qui est en train de me kidnapper pour faire je ne sais quelles horreurs. Il me fait descendre de force et m'ordonne de m'allonger sur la route. Je m'exécute en pleurant, le suppliant de me laisser en vie. Il sort du ruban adhésif et me le colle sur la bouche pour me faire taire. Il saisit ensuite mes jambes et essaye de me ligoter. Mais la peur a laissé place à la haine et je me débats de toutes mes forces. Il va alors me donner un coup très violent sur le côté de la tête. La douleur est foudroyante. Je suis complètement désorienté. Il me force alors à rentrer à l'arrière de son pick-up. Me pensant sans doute inconsciente, il me laisse seul quelques secondes et se dirige vers l'arrière de notre van, sûrement pour récupérer le corps de Peter. Je reprends un peu mes esprits et je réalise que je vais sans doute mourir ce soir, que cet homme va peut-être même me violer, me torturer. C'est un malade. Mon cerveau se brouille totalement. Je ne pense qu'à une chose, m'enfuir. Peu importe s'il me tire dessus, tant pis. Je sors alors de la voiture et je cours aussi vite que possible en dehors de la route. J'avance dans le noir complet. Je ne fais que tomber au sol. J'ai les mains toujours attachées dans le dos et le sol est très accidenté. Mais je me relève, je continue de courir. Me voilà maintenant à une 60aine de mètres des deux voitures. Je tombe une énième fois, mais cette fois-ci un buisson amortit ma chute. Et je décide alors de ne plus bouger. Je ne sais pas si l'homme m'a vu m'enfuir. Je ne vois rien et je n'ose plus bouger. Je reste immobile malgré les sanglots qui ne cessent de me secouer. J'essaye alors de ne plus respirer, pour ne plus faire de bruit et pour entendre ce qu'il se passe autour de moi. J'entends des bruits de pas à une 30aine de mètres. J'aperçois une lampe torche qui semble fouiller le secteur. J'entends aussi son chien. Je suis foutu. Je les entends tourner autour de moi. Ils se rapprochent. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres. Je suis totalement immobile, caché dans le buisson qui m'a servi d'amortisseur. Je les entends tourner. La lumière de la lampe m'éclaire par moments le visage, mais par miracle, l'homme ne semble pas me distinguer dans le feuillage. Les pas finissent par s'éloigner peu à peu. Je me retrouve à nouveau dans le noir complet. J'entends un bruit de moteur au loin, mais je n'ose pas bouger. Peut-être est-il parti, mais peut-être attend-il un peu plus loin que je revienne toute seule sur la route. Les minutes passent, puis les heures. Voilà maintenant 4 heures que je suis immobile et silencieuse dans ce buisson. Je me décide alors d'en sortir. Je me rapproche de la route, tout est calme. Je n'aperçois ni le pick-up de l'homme, ni Peter, ni notre van. Tout a disparu. Je marche le long de la route
et j'aperçois au bout de 5 minutes, au loin, des phares. C'est peut-être lui qui revient. Tant pis, je suis à bout de force, au bord du malaise. Je décide alors de me mettre au milieu de la route. C'est presque suicidaire, je sais. Les voitures arrivent très vite sur cette route, mais j'ai toujours les mains attachées dans le dos, donc je n'ai pas d'autre choix pour que le chauffeur m'aperçoive et s'arrête. Et ce choix est payant. J'entends le véhicule freiner et se mettre sur le bas-côté. C'est un gros camion. J'ai l'immense soulagement de comprendre que ce n'est pas mon agresseur. 2 hommes sortent du poids lourd et viennent me porter secours immédiatement. Ils me détachent les mains et je commence à leur raconter mon histoire. Je les supplie de chercher avec moi Peter qui ne doit pas être loin et qui est peut-être encore vivant. Mais les 2 chauffeurs, en apprenant que mon agresseur est armé, préfèrent s'éloigner du secteur et aller chercher la police. On monte alors dans le camion et roulons quelques kilomètres vers le sud jusqu'à un relais routier de Bowes Creek. La police met plus de 2 heures pour arriver sur place. Mais me voilà enfin en sécurité, sorti de ce cauchemar. Peter, lui, malheureusement, ne sera jamais retrouvé, vivant ou mort. Fin de l'histoire. Wow. C'était la meilleure, là, je crois. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai surkiffé. Ah ouais ? Ouais. Donc cette histoire, donc, qui est comme un trait d'horreur, il y a une petite révélation, un peu comme toi, un peu à la Nolan. Ouais. C'est que cette histoire, je ne l'ai pas inventée. Cette histoire qui semble tirée d'un film ou d'une creepypasta est un fait divers qui s'est totalement produit en 2001. Je vous ai raconté l'histoire de Joan Lees et de Peter Falconio. 2 jeunes... c'est l'histoire que je vous ai racontée. J'ai fait exprès de la réécrire et de la conter à la première personne comme si c'était un témoignage ou un trait d'horreur. C'était génial. Mais tous les événements que je vous ai racontés dans le détail le plus précis, tout est arrivé. Donc bien sûr, comme c'est une vraie histoire, j'ai préféré la conclure à la manière d'un trait d'horreur, tu vois. Mais il s'est passé des choses derrière que je m'en vais vous raconter, bien entendu. Je vais pas vous laisser comme ça. Et ça inspirait pas le film Wolf Creek, ça ? Exactement, voilà. C'est ça ? Exactement. Ah, ça m'a fait exactement penser c'est un film australien, Wolf Creek, qui est sorti en 2005 et qui est totalement inspiré de cette affaire. Et en plus, en 2005... Donc, attends, je te dirai ce qui s'est passé en 2005. Ne me fais pas aller... Okay. J'allais le préciser qu'il y avait un film qui était sorti là-dessus. Ok. Mais à la fin de ma petite présentation, parce que du coup... Oui. Donc c'est vraiment... Tout ce que je viens de raconter, c'est vraiment ce qui leur est arrivé en juillet 2001. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est que quelques heures plus tard, une fois que les policiers donc, sont arrivés sur place, ils ont attendu le lever du soleil pour retourner au lieu de l'attaque. Ils ont commencé à chercher Peter, ils ont commencé à chercher le van et n'importe quel autre indice qui pourrait aiguiller leur enquête. Ils découvrent tout d'abord une mare de sang recouverte de terre au bord de la route. Puis le van, mais à environ 80 mètres en dehors de la route, caché sous des branchages. Peter, lui, est réellement introuvable. Quelque chose va cependant surprendre les enquêteurs. Sur le lieu supposé de l'attaque, ils ne vont découvrir les empreintes de pas que de Joan, mais pas celles de Peter, ni celles de l'agresseur, ni d'un autre véhicule. Assez étonnant, en sachant qu'en dehors de la route, c'est vraiment de la terre. C'est très sablonneux, j'ai envie de dire. C'est vraiment de la terre, les empreintes se marquent très vite. Donc, ils vont trouver vraiment ça bizarre. Et finalement, comme simple indice, ils vont juste retrouver une toute petite trace de sang sur le t-shirt de Joan. Voilà, c'est tout. Donc trace de sang qu'ils vont analyser bien sûr pour essayer de retirer de l'ADN. Et donc c'est une trace de sang qui n'appartient pas à Joan, qui n'appartient ni à Peter, mais qui appartient à un homme inconnu de tous les fichiers de la police australienne. Bref.
Les policiers vont même engager des pisteurs aborigènes locaux qui vivent dans le coin. Ok. Parce qu'ils ils ont une connaissance parfaite du terrain et puis ils ont une faculté pour la chasse qui peut être très utile dans la recherche d'autres traces, quoi, finalement. Mais eux aussi ne vont trouver aucune autre trace que celle de Johan. Il y a que ces traces à elle. Il n'y a même pas les traces de Peter ni de l'agresseur. Donc c'est quand même assez curieux. Ok. Les médias vont alors commencer à s'intéresser à l'affaire grâce à son côté très sensationnel et vont se mettre à fouiller dans le passé des deux victimes. On va par exemple découvrir que les deux amoureux ne filaient pas le si grand amour que ce qu'ils laissaient paraître. En effet, l'enquête montrera que Johan avait une relation avec un autre homme depuis plusieurs mois à Sydney. Il n'en fallait pas plus pour semer le doute sur la véracité du récit de Johan Lees. Son comportement fut alors scruté. Ses quelques apparitions publiques face à la presse sont disséquées et beaucoup s'étonnent de son comportement très froid. Elle ne donne pas l'impression d'avoir vécu un tel cauchemar et d'avoir perdu l'homme de sa vie. On commence alors à se demander si elle n'a pas pu inventer toute cette histoire pour cacher les véritables raisons de la disparition de Peter. Aurait-elle un lien beaucoup plus sombre avec sa disparition ? On découvrira en plus par la suite qu'avant leur voyage autour du monde, ils avaient fait des recherches et souscrit à une assurance vie. Johan n'aurait-elle pas éliminé son futur mari pour se jeter dans les bras de son amant et récupérer l'argent de l'assurance vie ? Mystère. Donc c'est une affaire qui n'a pas connu de réponse pendant plus d'1 an. Donc je te laisse imaginer les médias. On en a parlé quand on a fait l'épisode sur l'affaire du petit Grégory. Où on arrive toujours à tourner. Quand on a envie de raconter une histoire, on arrive toujours à trouver des éléments et surtout cet argument du comportement de la femme. Je trouve que ça fait partie des arguments où personne ne se retrouve dans ce genre de situation et tout le monde réagit de façon différente. Elle s'est expliquée à la presse parce que les rumeurs se faisaient insistantes et elle a expliqué qu'en fait elle était sous traitement, sous Valium. Et du coup, elle était un peu stone finalement parce qu'elle était complètement. Elle a vécu un choc totalement immense et donc elle prenait des médocs pour se calmer et c'est peut-être ce qui donnait cet effet un peu froid et détaché de l'affaire alors qu'elle a vécu un drame, quoi. Et donc pendant 1 an, toutes les rumeurs, toutes les théories les plus folles vont faire leur apparition. Mais c'est au bout d'1 an, donc en août 2002, donc 1 an et 1 mois après, qu'un rebondissement va venir tout chambouler. En effet, une femme et sa fille de 12 ans vont se faire kidnapper et violer par un homme dans le sud de l'Australie. Celui-ci va les libérer en leur offrant de l'argent en échange de leur silence. La femme a d'abord eu peur d'en parler, mais finira après plusieurs semaines par aller porter plainte. Et un homme sera arrêté. Bradley Murdoch. Un trafiquant de drogue qui arpente les routes australiennes dans son pick-up blanc pour fournir divers autres dealers et trafiquants. Là où cette affaire va être rattachée à celle de Johan Lee, c'est que son ADN va être prélevé et, surprise, le sang retrouvé sur le t-shirt de Johan est le sien. Donc la toute petite trace de sang, c'est sûr à 100%, c'est le sang de Bradley Murdoch. Les enquêteurs vont alors recréer son emploi du temps le jour du drame et il se trouve que Bradley Murdoch était bien présent à Alice Springs comme les deux amoureux. Mieux, il a lui aussi assisté à la Camel's Cup et il a aussi mangé au Red Rooster. D'accord. Il a un pick-up blanc, il a un chien et plusieurs armes comme des revolvers et même un fusil à lunettes. Ce qui finira de le condamner sera les serre-câbles en plastique noir qu'il utilisera aussi sur la femme et sa fille dans le sud de l'Australie. Il sera jugé et reconnu coupable en 2005. Il a été atteint d'un cancer en 2019 et finira ses jours derrière les barreaux. Donc voilà. Il s'est fait totalement... Donc ça a étonné tout le monde parce que pendant 1 an, tout le monde... avait sa conclusion et beaucoup de doutes sur la femme.
Et grâce à l'ADN, il a réussi à se faire condamner. Le jour du procès, a priori, il a essayé de jouer le fait que comme ils ont mangé dans le resto, ça se trouve, il a laissé du sang sur un fauteuil, elle s'est assise sur le même siège, et il y a eu transvase, tu vois, de sang, mais bon, ça n'a pas fonctionné parce que, en termes de probabilité, ça paraît dingue que pile poil le même jour, à la même heure, ils se retrouvent au même endroit, qu'elle s'installe sur le même fauteuil qu'un mec qui en plus a des pulsions sexuelles et tout. Enfin, ça serait vraiment une coïncidence totalement dingue. Mais cependant, cette affaire contient tout de même des zones d'ombre. Donc forcément, elle suscite toujours aujourd'hui énormément de fantasmes et de théories. Il n'y a toujours aucune explication concernant le manque de traces sur le lieu de l'attaque. Certains témoignages iront contre celui de Johan concernant le déroulé de leur journée. Des commerçants, par exemple, les ont vus à des endroits que Johan réfute avoir fréquentés. Plus troublant encore, un des 2 chauffeurs du poids lourd qui a secouru Johan témoignera avoir vu plusieurs kilomètres avant de tomber sur elle, une voiture rouge arrêtée sur le bord de la route avec 3 hommes à l'intérieur. Un des chauffeurs est prêt à mettre sa main à couper qu'un des 3 hommes était Peter Falconio. Putain, c'est trop bizarre ça. Voilà, ça rajoute du mystère, Bah ouais. ça alimente plein de théories. Il y a même des théories qui diraient que Peter Falconio a mis en scène sa mort, que c'est pour ça qu'il y a eu cette histoire d'assurance vie, etc. Et que peut-être elle n'est même pas au courant de toute cette mise en scène. Voilà, il y a toutes les rumeurs. Il y a d'autres rumeurs qui voudraient que, comme ils ont fumé un joint à Alice Springs en regardant le coucher de soleil, peut-être que dans la journée, ils ont cherché un dealer dans le coin pour acheter de la résine, etc. Et que peut-être ils sont tombés sur ce fameux Bradley Murdoch ou quelqu'un qui fait partie de son entourage. Et on ne sait pas, mais peut-être une embrouille a éclaté ou quelque chose et ils se sont fait poursuivre et il y a eu un règlement de compte. Peut-être que Johan n'a pas dit exactement le déroulé total pour se protéger sur certaines actes qu'elle aurait pu faire un peu répréhensibles par la loi. On ne sait pas. Il y a toujours un doute qui plane quand même autour de cette affaire, même si globalement c'est quasi sûr à 100% que Bradley Murdoch est le responsable. Il y a trop de coïncidences, trop de choses qui font qu'il y a eu un crime. Le corps donc, de Peter Falconio n'a jamais été retrouvé. Et même jusqu'à l'heure actuelle, assez fréquemment, cette histoire revient sur le devant de l'actualité parce que Johan a une association qui lance des appels pour continuer des recherches à certains endroits, récolter des témoignages. Et voilà où en est l'histoire. Okay. Aujourd'hui, d'ailleurs, Bradley Murdoch a aussi un peu son groupe de fans, des gens qui crient donc au complot et qui pensent qu'il est totalement innocent et qu'on se trompe de personne. Donc voilà, c'est une histoire qui est encore pleine de miroirs, pleine de fantasmes et de mystères. Et du coup, je vous invite, parce que c'est une histoire du coup que j'ai découvert chez Lionel Camille. Donc j'en avais déjà parlé parce que il m'avait fait découvrir une autre histoire qui m'avait glacé le sang dans le précédent Horror Show. Et donc c'est chez lui, sur sa chaîne YouTube, donc je vous invite à aller l'écouter. Il revient encore plus en détail sur cette affaire. Là, moi, c'est un Horror Show, donc j'ai préféré la tourner en version un peu horrifique. Lui revient sur cette affaire d'une façon un peu plus scientifique, je dirais. Toi, il vient sur tous les faits petit à petit, etc., les dates, tout ça. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez avoir plus de détails sur cette affaire. Et voilà pour moi. Mais je pensais, tu vois, que c'était un tueur en série, parce que Wolf Creek, je crois qu'il fait c'est ça exactement. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de Lionel Camille, parce que Wolf Creek est inspiré en fait de 2 affaires ultra connues en Australie, donc celle-ci et une autre. Où ils sont 2, non? C'est pas un truc c'est comme ça en fait. Alors je sais plus si c'est 2 frères ou c'est un délire comme ça. Mais c'est toute une histoire assez sordide avec des touristes qui se faisaient kidnapper et un groupe d'hommes s'amusait à les faire jouer à tuer l'un ou l'autre. Enfin, c'était de la torture mentale où en gros ils disaient écoute, si tu as envie de survivre, prends ce fusil ou prends ce marteau et tape sur la tête de ton conjoint. Des jeux, tu vois, très drôles, hein, très drôles. Et
Et à chaque fois, il finissait par tuer les deux en plus. Donc ça, c'était ultra sadique et bref. Et 2 hommes avaient été arrêtés. Je me rappelle plus de leur nom comme ça, mais justement Lionel Camille en parle. Ok. Il a fait tout un segment sur les affaires en Australie et il revient sur ces 2 affaires qui ont donc inspiré le film Wolf Creek, qui est sorti en 2005, la même année que le procès donc de Bradley Murdoch. Voilà. Ok. Eh ben, Il c'est fallait ça. bien faire un petit fait divers, moi. Ah, c'est ça. Ah bah là, on a... j'ai plus foi en l'humanité maintenant. Ah. Quelle horreur. Mais là, c'est vraiment une scène de film d'horreur qu'elle a vécue, quoi. Ouais, C'est même un film du coup qui s'inspire de eux tellement. Enfin, c'est vraiment l'horreur la plus totale de se faire aborder comme ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Comme tu dis. Bon, ok. Alors passons à une autre histoire qui sera tout aussi glauque. Non, ça sera un petit peu différent. Mais point de discussion, je me lance. Vas-y. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'allais avec ma famille en voyage quand un camion nous a percutés. Tout le monde s'en est sorti, sans séquelles. Sauf que moi, j'ai reçu un violent coup à la tête, ce qui a endommagé une partie de mon œil droit. Je n'ai aucun souvenir de l'accident, mais mes parents m'ont assuré que j'ai été dans le coma durant une semaine. J'ai subi pendant cette période d'inconscience une opération pour tenter de réparer mon œil. Et selon les médecins, cela a été un succès. J'étais d'accord avec eux jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. J'étais en train de bavarder avec un membre de ma famille quand je me suis rendu compte que ma vue devenait bizarre et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce jour-là, j'ai commencé à remarquer que mon œil droit ne percevait pas toujours la même chose que mon œil gauche. Je pouvais noter certains changements chez quelques personnes. Quand j'ai regardé mon cousin avec mon œil droit, j'ai pu voir qu'il avait de nombreux ecchymoses sur son corps. Mais si au contraire je l'observais avec mon œil gauche, ces bleus disparaissaient. J'ai supposé qu'il ne s'agissait que d'un simple effet secondaire de l'intervention qui disparaîtrait avec le temps. Le lendemain, j'ai été très surpris de découvrir que mon cousin s'était cogné violemment en tombant par accident après avoir couru sur la place. Quand nous lui avons rendu visite, cela a pu confirmer mes soupçons et j'ai observé qu'il avait exactement les mêmes ecchymoses que celles que j'avais remarquées la veille avec mon œil droit. J'ai essayé d'être rationnel et de réfléchir, mais la seule idée qui m'est venue, c'est que je pouvais voir l'apparence future des gens quand je les regardais avec cet œil. À cause de cet événement, je suis devenu obsédé à l'idée de regarder les gens afin de voir ce qui allait leur arriver dans un futur proche. La majorité des personnes gardaient la même apparence quand je les observais avec mon œil droit, mais il y avait parfois des exceptions. J'ai vu un de mes camarades de classe avec une ecchymose à l'œil, qu'il a fini par obtenir le lendemain en se battant avec un autre élève. Quelques camarades au teint pâle qui ont manqué le cours le jour suivant car ils se sentaient malades, etc. Plusieurs semaines se sont écoulées sans que rien de plus étrange ne se produise, jusqu'à ce que l'obscurité arrive. Lors d'un jour normal en classe, j'ai pu remarquer, dès l'arrivée de notre professeur, quelque chose d'extrêmement étrange chez lui. J'étais assis au fond de la salle et je n'ai pas pu le voir clairement. Je me suis alors rapproché. J'ai pu ainsi voir que son corps était complètement détruit, qu'il avait des coupures et des traces de coups partout sur la peau. Sa tête était partiellement écrasée. En contemplant cet aspect insupportable à seulement 2 mètres de distance, j'ai fini par vomir mon petit déjeuner et m'évanouir avant même que le professeur n'ait le temps de me demander ce qui n'allait pas. Je me suis réveillé à l'infirmerie de l'école, mes parents auprès de moi. Évidemment, ils m'ont posé tout un tas de questions sur ce qui venait de se passer, auxquelles j'ai répondu en mentant.
Je leur ai dit que je m'étais senti mal et que c'était pour cette raison que j'avais vomi. Mes parents se sont assurés que j'allais bien. Ils m'ont ramené à la maison. Le lendemain, toute la salle de classe a été choquée d'apprendre que notre professeur était décédé. Il semblait qu'il était mort dans un accident de voiture, alors qu'il rentrait chez lui. Les choses n'ont fait qu'empirer depuis ce jour-là. À présent, je ne vois plus uniquement la future apparence des gens. J'ai également des hallucinations. Quand je vois les gens avec mon œil droit, ils me demandent d'arrêter. Ils me supplient d'arrêter de les regarder. Je sais que c'est irréel, puisque ces gémissements cessent quand je ne les vois que de mon œil gauche. Un jour, ce que je redoutais le plus est arrivé. Mes parents ont eu une apparence différente. Ils n'arrêtaient pas de me supplier de ne pas les regarder, en me criant de manière hystérique de détourner les yeux. J'étais terrifié par le temps qui passait, car j'étais sûr que le lendemain, mes parents ne seraient plus là avec moi. Et comme si cela ne suffisait pas à me faire perdre la tête, j'ai aussi réalisé, en m'observant dans le miroir, que mon apparence avait changé. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais j'ai fini par comprendre que mon œil droit ne faisait pas vraiment que voir la future apparence d'une personne. Il faisait aussi mourir des gens. Plus il regardait quelqu'un, plus rapidement et plus horrible se produirait sa mort. C'était comme s'il était maudit et que chaque personne qui le regardait était condamnée à mourir d'une façon horrible. Alors, tu te demandes sûrement de ce qui est ensuite arrivé à mes parents? Eh bien, il paraît qu'ils se sont entretués avec des couteaux de cuisine, sans raison apparente. Je n'ai pas osé les regarder faire. Je me suis contenté d'écouter leurs cris en pleurant. Je me suis enfermé dans la salle de bain avec une feuille de papier, un crayon et un couteau depuis maintenant 2 heures. Si je suis en train d'écrire ce texte, alors il ne reste qu'à expliquer la présence de la lame. J'ai pensé à retirer mon œil droit, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, pour ne pas le faire à l'aveuglette, je peux observer mon apparence changer peu à peu, devenant de plus en plus meurtrie. Je peux voir mon reflet hurler de toutes ses forces, afin que je détourne le regard. Et je suis incapable de cesser de contempler mon destin grotesque. Je suis déjà condamné. Il n'y a aucun moyen de me sauver de mon œil droit. Fin. Voilà. Bon, là, on est parti sur un truc un petit peu plus fantastique. Hein. Ouais, et puis même un peu triste. Oui. La Ouais. fin est limite dramatique. Oui, c'est un peu dramatique, ouais. Non, mais très belle histoire. Ça change beaucoup. Mais Ouais. ouais, ce côté très dramatique et j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était une belle histoire que j'ai trouvée sur Creepypasta on the Crypt. Ok. Et ils font beaucoup de creepypasta. Il y a même des concours de qui a fait la meilleure creepypasta en fait pour le mois de juillet par exemple. Et donc il y a des très très beaux textes. Vraiment, il y en a qui sont très très longs. Il y a de tout. Et il y a des histoires réelles. Et par exemple, ils ont bon, je l'avais noté par exemple, mais ils ont débunké un peu Amityville. Et ça parle de plein d'histoires paranormales, mais de ce qui est vrai en fait. C'est vraiment sympa. C'est un très très bon site pour ceux qui, comme moi et Davin aimons les trucs d'horreur. C'est ça. Je vous le conseille. Non, franchement, c'est pas mal. Eh ben, parfait. C'est très bien de citer nos sources hein, quand il y en Oui, a. quand il y en a. Quand c'est pas nous-mêmes Quand c'est pas qui inventons les histoires ou qui les remixons, c'est toujours important de citer nos sources. Et donc ça fait plaisir. Mais ce qui fait moins plaisir, c'est la fin. C'est la fin de cet Horror Show 2021, mesdames et messieurs. Et ouais, mais ça passe trop vite. Ça passe trop vite. J'espère que vous avez passé une belle édition, que cette émission de cette année vous a plu. J'espère qu'on a réussi à vous faire frissonner. Ah oui, j'espère aussi. Et, C'était excellent. J'ai passé un super moment. Ah, pareil. Et je suis déjà pressé d'être à l'Horror Show 2022. Moi, c'est toujours pareil. C'est ça le aussi. problème. On est dans le flux. Quand on fait cette émission, on est dans le flux. On pense plus à rien. On est
happé par, Ouais, c'est vrai que par c'est les cool. histoires. C'est trop bien. C'est une Et forme donc, de par méditation. Par contre, on vous prépare une autre émission avec des histoires, mais différentes. Et on a trouvé enfin un nom à ce genre d'émission qu'on vous citera dans les semaines qui viennent. Je ne dirai pas plus d'informations, donc abonnez-vous, Ouais. laissez vos impressions, laissez vos commentaires. Peu importe la plateforme d'où vous nous écoutez, que ce soit YouTube ou alors les Spotify, Deezer, Apple, etc. N'hésitez pas à réagir, à nous dire vos propres anecdotes. Ouais, carrément. vos anecdotes, c'est ça. D'ailleurs, ouais, on avait dit qu'on parlerait d'une boîte mail qu'on mettrait C'est vrai. à disposition, mais là, on est à la fin du podcast, donc je ne sais pas si c'est le meilleur moment. Je ne pense pas non plus. Je sais pas. Tant pis. Bah, pour ceux qui nous écoutent, encore, on a un mail dans les descriptions de nos podcasts. Allez voir. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à vous confier. Carrément. Par Pour le écrit, prochain mais surtout à l'audio. Ce serait super intéressant d'avoir, en plus de nos histoires, des témoignages audio de votre part, ou alors simplement des commentaires, et on se fera un plaisir de lire vos propres Magnifique. anecdotes, vos propres témoignages. Voilà. Mais voilà, je suis déjà pressé de lire les horreurs shows. On va continuer Halloween à C'est travers, clair. à travers vous. C'est clair. Et bien sur ce, mesdames et messieurs, bon Halloween Oui. et à l'année prochaine.